Salut tout le monde, dans cet épisode on va aborder des sujets autour de la programmation de l'entraînement et du coaching. Je l'ai tourné avec Alexandre qui a gentiment accepté de me partager son expérience, nous partager son expérience. C'est un coach qui s'est fait coacher par d'autres coachs. Je suis également éducateur sportif, coach, et je me suis fait coacher par Alexandre. L'idée est de vous partager notre expérience vis-à-vis de ça, mais également notre expérience, surtout son expérience avec sa vision hybride de la programmation. C'est un épisode très intéressant. Je m'excuse d'avance pour la qualité de mon son. Je l'ai enregistré avec mes écouteurs et c'était vraiment pas terrible. De son côté, on entend bien sa voix, c'est le principal. Moi, je m'appelle Alexandre, coach de calisthénie, streetlifting, aussi un athlète. Pas mal d'importance aussi sur ce côté-là, à mon échelle bien sûr, à mon niveau aussi qui voilà est correct mais sans être exceptionnel. Voilà, principalement c'est comme ça que je me présenterai. Ça fait pas mal de temps que je suis dans le milieu. J'ai fait d'autres activités à côté aussi, mais je suis toujours resté vraiment dans ce domaine depuis des années. Donc, si on peut rester simplement, c'est voilà, coach et pratiquant de calisthénie et streetlifting alors. Je vais rajouter un peu de contexte. Moi, je suis ton coaché. J'avais déjà fait Ouais. une période de 6 mois avec toi et j'avais arrêté pendant 6 mois du coup. J'étais en auto-coaching dû au lancement de mes activités. Je suis également coach sportif depuis un peu plus d'1 an maintenant. J'ai passé mon BPGEPS l'année dernière et c'est à ce moment-là où j'ai commencé à vraiment toucher à la musculation. Et sur la fin de mon BPGEPS à la calisthénie avec Alexandre. C'était pas encore un moment où j'étais à 100% investi dans ma pratique parce que il y a plein de choses. J'avais directement commencé à vivre avec ma compagne, le début du business, donc l'entraînement, c'est vrai qu'il passait plutôt au troisième plan. Après, j'avais décidé d'arrêter pour des raisons financières. Et là, ça va faire 6 mois qu'on retravaille ensemble. Et c'était à l'occasion du coup du Meet que t'avais organisé chez toi en Belgique, qui m'est venu une idée d'avoir une conversation comme ça, surtout au niveau du coaching. Toi, tu t'étais fait coacher par pas mal de personnes, et dans l'idée aujourd'hui, c'est que tu nous expliques l'expérience que tu en as tirée. Ça m'amène à ma deuxième question. Comment tu as évolué durant ces périodes où tu t'es fait coacher, vs les périodes où tu étais en auto-coaching? Et je te laisse reprendre du coup depuis le début. Peut-être explique comment t'en es venu à prendre un coach, quel coach et quels résultats t'en as tiré. Pouvoir étoffer un peu la présentation parce que là j'ai essayé d'être bref dessus et c'est Ah, vrai prends que le temps, tu l'as bien et c'est vrai que tu l'as bien souligné. Je suis ton coach par la même occasion et je tiens à dire que aussi pour les 6 premiers mois de coaching, malgré les contraintes que t'es resté super assidu aussi, donc faut pas dénigrer ça et t'as fait le travail quoi, donc même si une c'est période sûr. où je t'ai dit, ouais, je crois que je vais arrêter. Ouais, c'est vrai que t'avais failli arrêter en cours de route. Ouais, ouais. Et je suis vraiment content qu'on ait réussi à recalibrer le tir parce que parfois il y a des coachés, tu te rends compte peut-être 5% d'élèves qui malheureusement arrêtent en cours de route, ils disparaissent dans la nature, j'aime appeler ça comme Ouais. ça. Et c'est vrai que on va venir sur un peu les périodes de coaching et je pense que comme toi j'ai eu une expérience avec un coach, puis j'ai fait une petite pause et puis je suis revenu dessus finalement. Donc on se rejoint assez bien. Bref, Ok. sinon pour reparler de l'évolution, moi ça fait plus de 12 ans que je m'entraîne. En fait, j'ai fait un peu différents sports quand j'étais plus jeune, mais j'ai vraiment été attiré vraiment par cet aspect renforcement. Dès que j'ai vu les premières vidéos de street workout sur YouTube, ça m'a donné vraiment envie de voir des planches, des front lever, une front lever pull-up, une planche push-up. Je trouvais ça juste incroyable. Je me suis dit, j'ai envie de faire ça directement. Bon, je suis tombé vraiment fou de ça. Sauf qu'à l'époque, j'étais dans les options, il fallait faire beaucoup de sport. Donc, on était dans des options multisports, un peu comme BPGEPS aussi, comme tu as eu. Donc, il fallait avoir beaucoup de sport, il fallait être bon dans plusieurs choses, que ce soit quand j'étais plus jeune, même après, pendant mes études un peu plus tard. Donc, il fallait faire ça. Et puis, il y avait aucune information sur l'entraînement. C'était vraiment le tout début du street workout. Donc, à part des tutoriels sur YouTube, sur comment voici une routine pour réussir ton front lever, on voyait pas grand-chose. Donc, tu savais pas vraiment comment articuler ton programme ni rien. Et donc finalement, la première année, je me suis retrouvé à faire n'importe quoi. Mais c'est quand même l'année où j'ai eu des super résultats. J'avais pas de barrière mentale, on n'avait pas de barrière mentale. Donc c'était assez libre, quoi. On arrivait, j'étais dans un internat, on avait une salle de gymnastique, puis on avait une petite salle de muscu. Et donc, l'air de rien, j'étais déjà un peu hybride avant l'heure avec à combiner un peu de la calisthénie et des renforts. Enfin, sauf qu'il n'y a aucun sens dans les séances. Et donc, ça ressemblait ça ressemblait à pas grand chose. C'était des circuits training avec des figures enchaînées avec des renforts et puis tu terminais par des figures en fin de séance. Donc, on n'avait aucune logique d'entraînement à l'époque.
Là où ça a très vite évolué, hein, donc ça a commencé avec des tutos routines. En fait, j'étais vraiment mordu par ça et donc j'adorais me renseigner. Je suis vraiment resté directement au taquet et puis j'avais déjà cette optique d'éventuellement faire un métier dans le sport comme limite coach. Je fais des études pour être prof de sport, prof de PS. Mais pendant ce parcours-là, j'avais déjà envie de me diriger vers le coaching en ligne. Je voyais déjà des gars qui partageaient un peu ce style de vie bien avant le Covid. Et donc, j'ai essayé vraiment de me renseigner directement. Et petit à petit, je voyais aussi que je donnais des conseils à des plus jeunes et tout. Et en fait, dès le début, après un an d'entraînement, je voyais que je pouvais déjà enseigner en fait. Et, euh, et en fait, en un an, j'avais déjà un niveau assez bon. Mais après cette année-là, en fait, j'ai super vite atteint un plateau. Et avec toutes les contraintes, plus la mauvaise organisation d'entraînement, je me retrouvais à faire des années où je progressais très très peu. Et donc, je me suis vite rendu compte de difficulté de progresser en calisthénie, en entraînement, en force en général. Tu peux nous Euh, donner un peu tes perfs, du coup, cette première année, constitue un peu pour la suite? ok. Donc, moi, j'ai commencé, j'avais quasiment déjà 10 tractions en fait. Donc, Ok. parce que je faisais déjà peut-être un peu de pompe, un peu de renforcement. Je faisais un peu de sport. Donc, j'avais déjà 10 tractions. Et après la première année, je pense que je suis arrivé plus ou moins aux alentours des 20. Sauf qu'à l'époque, c'était du bas de forme. Donc, je pense que si je remets en perspective, j'aurais peut-être dit, je sais même pas si j'avais des stricts. Mais donc, il y avait que du bas de forme en fait et on n'avait aucun standard. Mais j'avais aussi presque un front lever en un an. J'avais déjà une bent arm planche, un peu, des push-ups un peu, parce qu'à l'époque je connaissais pas les bras tendus. J'avais un stand plié avec une flexion de bras par exemple. Je le tenais déjà, mais avec une flexion, presque des stand push-up, mais avec une flexion et vraiment des demi-reps. Demi-rep Euh, basse ou haute? je pense un peu je serais plus dire. Je pense que Ouais. j'aurais dit basse plutôt. Ok, ouais. J'étais quand même plus fort en bas en fait. Ok. Enfin, j'avais quand même un muscle up, mais le muscle up, il m'a quand même fallu 4-5 mois de l'apprendre, alors que j'avais quand même pas mal de traction. J'étais pas très doué pour apprendre rapidement le mouvement, mais vu que je m'entraînais à fond, ça allait. Donc voilà, c'est pas un niveau ridicule en un an. La marge de progression était assez rapide. J'avais aussi presque une traction à bras en démarrant du sol, donc un peu compensé. Il y avait il y avait que du bas de forme, mais il y avait déjà un bon transfert de force. Et je faisais pas les jambes aussi. Donc c'est ça aussi que j'ai peut-être progressé un peu plus vite au début. Je faisais pas du tout les jambes. Et donc après ça, c'était vraiment pendant 2, 3, 4, 5 ans, c'était vraiment des tout petits progrès. À un moment, En j'ai commencé à travailler auto-coaching. la planche, en auto-coaching toujours, ouais. Ok. Donc, à un moment, j'ai commencé à travailler la planche, bras tendus, et je démarrais. Au début, j'arrivais pas à faire une tuck planche en démarrant, par exemple. Hmm. Donc, c'était ça rendait assez simple. Mais après, j'ai quand même assez vite débloqué. Par exemple, une 90 degrés push-up, je crois que je l'ai eu à ma deuxième année, même pas. Ok. Euh, donc, j'ai quand même débloqué une force de poussée, enfin, une force générale assez correcte. Ouais, tu étais déjà assez prédisposé pour certaines choses, facilité à prendre de la force, du muscle peut-être. Ouais, je dirais que j'ai plus facile à prendre de la masse musculaire que du muscle, que de la force, pardon. Et donc, ça a encaissé beaucoup de volume aussi. Et donc finalement, ça m'a fait bien progresser. Sauf il y avait tellement pas de structure qu'on savait pas du tout analyser, prendre des bonnes décisions. Ouais. Et, euh, et puis à l'époque, je commençais à faire des programmes je commençais à écrire mes entraînements à un moment, mais toujours en auto-coaching et je me renseignais un peu avec des méthodes de musculation. Je regardais un peu ce qui faisait ce qui se faisait sur Superphysique et je combinais avec, par exemple, ce que Daniel Vadnal, Fitness FAQs disait, Little Beastem. Donc c'était un peu ceux qui partageaient de l'information à l'époque. Et puis tu suivais des routines de traction, puis changer d'objectif, hein, c'est un peu par-ci par-là. Donc voilà, c'est pas mal d'erreurs. Et j'ai continué comme ça pendant 4-5 ans. Et petit à petit, ça évoluait quand même, hein. Les skills de programmation évoluaient quand même. On avait un Ouais, peu plus je de pense pas logique. que tu puisses tenir aussi longtemps sans voir d'évolution. Au bout d'un moment, t'abandonnes. Ouais, ouais. Il y a parfois un moment, tu as une période de forme. En fait, t'es plus dépendant de période de forme que de réel cycle de progression et de volonté d'être performant à un instant T. Et,
Et après, il y avait on a eu accès à des programmes tout faits. On s'était mis à 5 pour acheter un programme de Daniel Planche Pro. J'avais acheté un programme, eu un programme de Little Beastem à un moment. Et puis, ouais, Ça, donc c'est vous de 5 ans de pratique déjà. c'est ça, 4, 5, 6 ans de pratique, je pense. Ouais. Et je crois que c'est à ce moment-là que je me suis fait coacher par le Little Beast M. Donc ça a été mon premier coach en ligne. C'était les débuts du coaching en ligne aussi. Donc Ok. en fait, dès que j'ai eu mon premier job d'étudiant, tu vois, je bossais, j'avais déjà fait 2-3 ans en études d'éducation physique. J'ai commencé à bosser en salle de sport. J'avais la chance d'avoir eu ça comme le job d'étudiant. Et donc c'est notre premier salaire, et donc j'ai directement investi dans du coaching avec Little Beast M. Et donc voilà, c'était vraiment progresser un peu sur. Il avait un peu une approche ido-portal en même temps skill, et donc c'était progressé sur quasiment tous les mouvements, quoi. C'était planche, front lever, handstand push-up, traction un bras, et dips squat, enfin dips traction. Bon, le dips pas tant que ça en vrai, c'était plus traction. Les squats, deadlift aussi. Donc il y avait vraiment plein de mouvements. Ouais, du coup, c'était une approche, c'est un peu les prémices de ce que tu proposes aujourd'hui au final, de C'est ça, l'approche hybride de ce que tu fais actuellement. c'est ça. Donc tu as dit, c'était quoi du coup les deux approches que tu combinais à ce moment-là? Les deux approches, Ouais, tu as dit Ido Portal? Ido-Portal. Et bah, c'était Little Beastem, mais il s'est basé un peu sur Ido-Portal. C'était un peu les débuts aussi de la pratique du movement practice. Et en gros, il faisait beaucoup aussi de souplesse en même temps. Donc, tu Ok. faisais un peu des side splits, des bridges, du handstand. C'était toute la pratique Un aussi peu du à handstand. la gymnastique. Ouais, c'est gymnastic bodies aussi. Ok, d'accord. C'est un peu inspiré de ça. Et donc c'était beaucoup de traction un bras aux anneaux, et ils avaient un split assez connu avec une sélection d'exercices et de rotations d'exercices dans leur séance. C'était bras tendus, bras pliés, jambes par exemple. Et ça Et combinait assez bien. C'était quand même bien pour combiner ok. tous les objectifs là, même si c'était sous-optimal. Ouais, avec le recul, à ce moment-là, est-ce qu'ils avaient une programmation bien définie? Comme par exemple aujourd'hui on peut voir, ou est-ce que c'était un peu bah aujourd'hui t'as fait ça, t'essayes de faire mieux la prochaine fois? Il avait quand même une programmation définie, hein. Donc lui, il envoyait des blocs de 4-5 semaines à l'avance. Donc c'était premier mésocycle, deuxième mésocycle. Donc il y avait quand même cette notion-là. Je sais pas s'il voyait très long terme, mais on commençait quand même avec du volume, on allait vers de l'intensité. Ok. Tu avais quand même cette progression de bloc en bloc. Maintenant, ça manquait peut-être voilà, de précision, de rigueur aussi sur la forme, je dirais. Euh, il avait un système différent, quoi. Ça dépend un peu du système du coach. Et à l'époque, les retours, ça se faisait plus par mail, quoi. Par exemple, il m'envoyait un retour Ok. par mail. OK, sur il faisait sa petite liste de mouvements, et il envoyait une cue ou deux par mouvement, voire pas du tout. Donc, tu avais juste ça pour essayer de t'améliorer la semaine d'après. Ouais, c'était C'était un pas peu à super. l'arrache, la Voilà. méthode galérien. Bah, il regardait quand même tes clips sur, tu vois, moi, je lui envoyé mes vidéos en YouTube sur non répertorié sur ma semaine, tu vois, je faisais une petite vidéo YouTube non répertorié. Ok. C'était à l'ancienne. Ah ouais, Donc ok. c'était pas mal. Après, Et j'ai eu l'occasion de voir, pardon. non, vas-y, continue. Je voulais justement enchaîner sur la suite. Ouais. Après, j'ai eu l'occasion d'assister à un workshop de Daniel Vatnal, par exemple. Donc là, il nous a Fitness FAQs. C'était un peu la même approche aussi, mais un peu différent, et voir ça en vrai. Puis du coup, je suis parti en auto-coaching pendant 1 an, même 2 ans, je pense. Et puis, je suis tombé sur l'App Code Fitness. Donc, c'était Yad Mohammad et Joshua Natterman. Ils avaient développé, ils étaient assez fans de Renaissance Périodisation. Donc, c'est Mike Israetel. Et ils commençaient donc à appliquer un peu une périodisation, euh, une périodisation à la calisthénie. Et ça me parlait bien, tu vois, c'était assez cool comme système. Et en gros, tu faisais des cycles de masse, cycles de force, cycles de skill, quoi. Ok. Et c'était très très logique quand tu les écoutais. Donc Ouais. tu tombais vraiment amoureux de cette méthode-là. En gros, tu faisais 3 mois d'hypertrophie, puis 3 mois de force, et puis 3 mois de skill. Sauf que ils avaient quand même conscience qu'il fallait garder une pratique de skill.
donc dans les cycles de masse, une pratique de skill aussi dans les cycles de force et Ok. dans les cycles de skill et d'hypertrophie. Donc c'était quand même très très logique. Mais le problème c'est que leur cycle de masse, les protocoles qu'ils proposaient, c'était quand même très fatigant. Et donc finalement, tu t'arrivais pas à garder cette progression en skill. En général, tu bulkais, il proposait comme un sorte de bulker pas mal et de faire des gros formats, par exemple des séries de 10 en traction avec des rest pause rep, par exemple. Donc tu faisais une série de 10 tractions, tu te reposais une minute, enfin 10 secondes, tu refaisais une rep. Ok, Donc tu d'accord. n'arrivais pas vraiment à, tu faisais pas des séries de 5 où tu développais encore un peu ta force, où tu maintenais ta force. Ouais. Donc finalement, tu créais beaucoup de fatigue avec ces séries très très proches de l'échec. Et finalement, tu faisais très peu d'adaptation sur tes figures. Et donc tu les perdais un petit peu plus. Donc tu étais conscient que tu allais les perdre pendant ces phases-là, mais il fallait vraiment être patient. Et puis il fallait quand même attendre tout ce processus Ouais, que la 9 magie mois opère. quand même, hein. Ouais, c'était long. Ouais. Mais Donc si t'arrêtais en plein ouais, milieu, t'étais un peu baisé en fait. ouais, Tu c'est finissais ça. gros et musclé et t'arrivais plus à faire de handstand. C'est ça. Ça pouvait être assez frustrant si Ouais, c'était mal exécuté. ok. Moi, j'avais été vraiment très surpris la première fois là. Je crois que dans le cycle de force, j'étais très très faible. En fait, j'étais arrivé un peu plus lourd. J'avais bien bulk, mais j'étais faible en force et nul en skill. Donc là, c'était un peu déprimant. Mais en skill, là, ça avait explosé un peu plus et j'étais plus lourd et j'arrivais à faire j'avais quand même bien level up en skill. Je Ok. commençais à toucher l'astre de planche à ce moment-là. Avec Little D'accord. Beastem, j'avais touché une traction un bras clean. Ok. J'avais des meilleurs handstand push-up, un bien meilleur handstand, donc j'avais 5 handstand push-ups au sol. Peut-être pas Ok. aussi strict qu'il aurait fallu, mais quand même beaucoup plus strict qu'à mes débuts aussi. Donc, ouais, c'est à ce moment-là aussi, en fait, après la première expérience de coaching avec Little Beastem, je commençais déjà aussi, moi, à coacher en salle. Et donc, je commençais à coacher plus. Et en vrai, ça a complètement level up mon niveau de coaching aussi, Ok. mon expérience, même si sur papier, c'était pas ce qu'il y a de plus optimal. Tu comprends énormément de choses, en fait. Ça m'a permis vraiment de comprendre, d'appliquer des choses. Même si la période de coaching était que de 3 4 mois, c'était déjà suffisant pour s'imprégner de tout ça. Déjà faire des bons acquis avec lui. Euh, et Et ensuite, à ce voilà. moment-là, t'avais déjà des clients du coup. Ouais, je commençais déjà à coacher. Mais c'était difficile au début. C'était plus les gens de la salle. En fait, à la salle, j'ai converti un peu tout le monde à la calisthénie un peu. C'était une salle Ok. remise en forme un peu à la base. Il y avait quand même des jeunes, des étudiants. Et donc, Ouais. à force de discuter, tout le monde commençait à faire un peu de la calisthénie et je faisais de la remise en forme, de la muscu et de la calisthénie. Ok. Voilà, finalement, je testais tout ça et donc je commençais déjà à coacher ces personnes-là, puis des personnes en dehors à qui je commençais à demander une petite rémunération. Et donc Ok. ça m'a bien forgé. Je fais une petite pause à ce moment-là. Du coup, est-ce que tu as eu l'occasion de suivre des gens à ce moment-là sur du moyen, peut-être long terme? Puis sur quelques mois, peut-être un peu plus? Oh, c'était très long, hein, ouais. J'ai vraiment eu des périodes. Enfin, j'avais déjà eu des personnes à la salle pendant les. À la salle là, je suis resté 3 ans, je pense, et donc j'en ai coaché déjà pendant 2 ans, quoi, finalement. Ok. De manière assez régulière, des gens qui sont restés avec toi. Et Ouais. sur ces personnes, du coup, tu as pu appliquer, du coup, toi, ta vision de la programmation, appliquer peut-être des principes que tu avais découverts durant tes périodes de coaching. Est-ce que à ce moment-là, tu as déjà commencé à voir des limites de ce que toi, tu savais faire et de ce que les gens proposaient? Est-ce que tu as commencé à nourrir une réflexion là-dessus? Ah, ce que je fais, peut-être c'est pas optimal, il y aurait une autre manière de l'amener. Est-ce que est-ce qu'il y a quelque chose qui a germé à ce moment-là? Je pense que je me faisais la main avec pas mal de méthodologies. Par exemple, voilà, avec Little Beastem, il y avait toute cette approche-là. En même temps, je lisais des bouquins. J'avais lu les principes scientifiques de l'entraînement de force. Je lisais beaucoup. J'avais lu tout ce qui était Overcoming Gravity aussi. Pas mal de sources, plein de forums sur Reddit. J'avais testé aussi des programmes de force. Et donc, avec tout ça, ça me permet de faire un une combinaison et de voir c'était quoi un peu le meilleur. Et puis je testais parfois un petit protocole. Par exemple, le 5-3-1, je l'avais testé avec, Ok, ouais. j'ai fait le 5-3-1, je l'ai appliqué sur moi, je l'ai testé. Souvent, je l'appliquais sur moi en fait, ou ce que je faisais avec Little Beastem, je l'appliquais exactement sur des coachés
lui c'était cool parce qu'il aimait bien aussi pendant le coaching qu'il m'a fait faire. Il testait aussi beaucoup de choses. Je voyais, il testait des entraînements en vague à la Poliquin aussi. Et en fait, t'as vraiment pris toutes les racines de tous les entraînements de force au final. Et je les ai testés comme ça sur ces 2 ans, 3 ans, sur pas mal de personnes. Mais j'en ai pas vraiment. À l'époque, c'était. Je me suis rendu compte en fait que tout fonctionnait. C'est ça qui était chouette, c'est que quasiment à chaque fois que je faisais un programme sur quelqu'un, ça fonctionnait. J'ai eu la chance d'avoir des profils assez balèzes aussi. J'avais un gars que je coachais, Guillaume, il était super solide. Il avait un overhead press, il faisait beaucoup de muscu. Et en 3 mois de coaching, on a complètement explosé, quoi. Et on est passé, il avait déjà un overhead press à 80 kilos, on est passé à 100 kilos. Il avait un squat déjà à 180, 190. Il avait un squat à 140 et on est passé à 180, 190. Il faisait pas de traction, il est passé à traction à 65, 70, je pense. Dips, il est passé à 100 kilos aussi. Donc voilà, j'avais déjà la chance de coacher des gens un peu plus forts que moi. Et puis il y avait des gens un peu moyens et des gens vraiment pas en forme aussi. Donc ça permettait de bien forger la main. Ok, ouais, du coup, ça t'a donné un échantillon à ce moment-là de différents profils et t'as pu expérimenter tout ça et ton approche personnelle et l'approche du coup de d'autres personnes. Ok, on peut passer du coup à la suite de l'historique, je pense, ça peut être intéressant. Ouais, c'est ça. Après, pour en revenir à des trucs qui fonctionnaient bien, je me suis rendu compte que Ouais, des choses simples fonctionnaient très bien. Par exemple, tu vois, il y avait le split bras tendu, bras pliés jambes, des push-pull legs, etc. Et je me suis rendu compte qu'il y avait un type de personne qui avait pas tant de séances que ça, genre 4 séances par semaine. Et et euh, et un truc qui marchait pas mal, par exemple, c'était de faire un push-pull legs et après tu refaisais un full body ou un upper, par exemple. Et, ouais, euh, et je ça me suis rajoutait rendu du compte volume, que voilà. À l'époque, je me rappelle que ça m'a frappé à quel point les gens progressaient parfois mieux avec ça qu'avec d'autres choses. oui, Euh, que le Arnold Après, Split. Ouais, c'est vrai que par rapport à la pratique de la calisthénie, tu sais, c'est complètement une vision à part de la musculation. Les gens qui sont en salle de sport, c'est leur split habituel. Presque si ils ont les pecs à faire le lundi, tu leur dis de le faire le mercredi ou le vendredi, ils vont être complètement perdus. Alors qu'en euh, calisthénie, c'est un peu un bordel. Presque tu fais des full body tous les jours, ou bras tendus, bras fléchis. Tu parles de ça, un mec de la muscu, il va rien comprendre. Alors qu'au final, il y en a certains que t'as chopé, bah, comme le gars là qui avait ses grosses perfs, finalement explosé avec peut-être une approche qui était différente. Et c'est là que tu te rends compte que finalement, tu suis quelque chose qui est plutôt correct, on va dire, et t'as de très bons résultats. T'as pas besoin d'aller chercher des trucs trop compliqués ou à changer toutes les semaines de méthodo. C'est c'est ouais, assez c'est drôle en vrai exactement ça. la différence qu'il y a entre les deux pratiques. Ouais, tu changes un peu les croyances et donc finalement tu transposes ça. Mais ouais, après tu vois que tout fonctionne. Et c'est vrai qu'encore aujourd'hui, ça a encore bien évolué aussi. Donc, Ouais, on va venir. Donc ouais, si je continue après le parcours, il y a eu cette période-là avec la Code Fitness et les périodisations. Et après là, je pense que c'est quand même ma meilleure expérience de coaching que j'ai eue avec Stenix. ok, Là où leur système, je le trouvais beaucoup plus clair, simple et précis, efficace que les autres méthodes de force que tu pouvais voir. Donc là, j'avais vraiment directement compris. Parce qu'à l'époque, c'est encore un peu flou de comment tu passais d'une tuck planche à une straddle ou à une full. T'étais encore perdu. Est-ce qu'il faut faire des one leg ou alors des half lay ou des straddle front lever donc t'étais un petit peu perdu dans tout ça pour aller dans le détail. Et avec eux, c'était beaucoup plus clair et je voyais que ça marchait parce euh, souvent on laissait passer à travers les expériences que j'avais eues des petits défauts techniques. ouais, On essayait d'en faire un peu trop à chaque fois. Et avec eux, ça permettait vraiment on est revenu sur quelque chose où on faisait vraiment des RPE très bas, vraiment grosse application d'une bonne technique, une approche un peu plus statique de l'entraînement qui avait quand même bien fonctionné, surtout euh, sur moi ou sur des débutants. Et, euh, et un process un peu plus long aussi, l'air de rien. Et finalement, je suis vraiment tombé amoureux de cette méthode et maintenant, à l'heure actuelle, c'est un peu plus comme ça que je coach encore aujourd'hui. Même si il y a toujours des différences. Donc vraiment, ça va vraiment nous bien fonctionner.
Et voilà, c'était un peu ma meilleure expérience de coaching avec des feedbacks vidéo plus réguliers aussi, donc avec des meilleurs outils aussi qu'on avait pu voir avant. Une programmation aussi plus optimale aussi, donc c'était pas un split pas bras tendu bras plié par exemple, c'était beaucoup plus nuancé, c'était voilà, tu savais pas vraiment dire tu travaillais un peu tous les jours quoi, mais c'était voilà bien agencé. Et il y avait les sessions de cycle étaient beaucoup plus logiques aussi. Et donc voilà, c'était vraiment une très bonne expérience. Et après ça, j'ai pu avoir d'autres expériences avec King of Weighted. Parfois, c'était plus par soit envie de savoir ou de gain de connaissances que de frustration ou de manque de progrès d'être avec. Et parfois, ça faisait du bien aussi de revenir à l'auto-coaching. Je pense qu'on va aborder ça. Et donc voilà, King of Weighted. Puis je suis revenu sur Stenix à un moment. Et puis je suis revenu solo. Puis j'ai eu mon ami avec qui j'ai ouvert la salle là en powerlifting, donc il a m'accompagné aussi pour préparer davantage du street lifting, donc un coaching un peu plus collaboratif avec quelqu'un qui est en présentiel. Voilà, comme ça j'ai terminé un peu le parcours, sinon ça va être long. Ok, super, c'est super intéressant. Ça fait la transition toute prête pour du coup ta vision de la programmation. Ta vision hybride, j'aimerais que tu nous en parles un peu. Donc c'est surtout, bah toi, t'as une manière assez particulière de le vendre, de l'approcher. C'est que toi, tu fais vraiment un gros mix en fait entre la calisthénie, le street lifting et les renforts à côté. Et il y a un premier point sur lequel j'aimerais revenir, c'est que la programmation pure en street lifting, je pense que tu périodises par bloc, tu as un élan à créer sur tes exercices, et d'un autre côté, tu as la calisthénie où vraiment l'essence, c'est un peu le tryhard, c'est tester des trucs jusqu'à que ça passe. Et comment du coup tu arrives à associer les deux et à faire adhérer les gens à du coup cette vision-là, ta vision hybride? Bah, je pense que la calisthénie, ça devrait se coacher plus comme du street lifting que comme du tryhard. Donc ça c'est déjà la première chose. Même si tu faisais que de la calisthénie, tu devrais la considérer comme un entraînement de force, même s'il y a des aspects un peu plus d'exploration et de technique. Là où l'entraînement de tryhard fonctionne en général ce qu'on voit pour les mecs doués, etc. Ouais. Mais peut-être un peu moins pour ça, et c'est important de faire ça quoi. Donc finalement tu appliques des principes d'entraînement de force à la calisthénie, et en général pour progresser en calisthénie tu te rends compte que être fort c'est intéressant. Par exemple tu te rends compte qu'il y a des bons transferts entre certains mouvements, des bonnes corrélations. Si tu as une grosse traction de sté, tu as potentiellement un bon front lever. Et donc, souvent, tu te dis, tiens, tu as pas mal intérêt à combiner les deux. Même si ton objectif premier est le front lever. Et en plus, il y a beaucoup de personnes, mais ça va prendre du temps d'atteindre un front lever. Ça peut être frustrant aussi de travailler une figure de calisthénie. Et c'est là que je trouve qu'avoir un petit objectif de performance en plus sur la traction, sera cool. Et souvent aussi, avant d'attaquer le front lever, il y a aussi une grosse barrière d'entrée en fait. Donc je pense que ça peut être intéressant aussi d'augmenter son potentiel de force, notamment sur ce genre d'exercice, pour avoir la vie plus facile par après en front lever ou sur une traction à un bras, souvent qui sont les objectifs qu'on a envie. Cette vision hybride aussi, elle est quand même, en général, tu vas quand même prioriser certaines choses en fait. Et c'est ça qui est cool, c'est que tu vas pouvoir choisir tes priorités. Et t'es libre ou pas de l'adopter en fait. Tu peux petit à petit devenir de plus en plus spécialiste ou moins en moins spécialiste. Tu peux te consacrer beaucoup plus sur le physique ou pas, oui. Mais ça te permet vraiment d'avoir un panel riche de mouvements qui potentiellement se complémentent et finalement fait en sorte que la pratique est hyper agréable. Donc pour moi, c'est une super discipline, quoi. Ce serait dommage de. T'as plus d'adhérence. Ouais, ça peut augmenter l'adhésion pour beaucoup de personnes. C'est ça. C'est une vision qui augmente peut-être l'adhésion, qui facilite peut-être la progression ou la rend plus durable, plus objective
Et, euh, et ouais, il y a rien de miraculeux, mais c'est pas mal. Pour en revenir sur voilà la programmation, plutôt que de faire du tryhard sur des figures de force et dire ok je vais tenter ma meilleure progression en front lever ou en planche aujourd'hui, bah tu vas la cycler comme si tu faisais un bloc en street lifting. Donc tu vas faire 4 séries de 4 secondes, tu vas peut-être essayer d'augmenter, de faire une recharge progressive en nombre de secondes. Après tu te rends compte que ça marche pas vraiment, c'est un peu différent, donc c'est là où il y a des petites différences. Peut-être que tu vas pas faire la même chose que ça. Tu vas peut-être pas non plus démarrer d'une tuck planche pour aller terminer vers une straddle comme si RPE 10 par exemple. Tu vas, tu vas être un peu plus statique sur cette approche. Et donc tu vas souvent, et tu sais que tu vas créer de la fatigue avec peut-être plus de fatigue que si tu faisais que du skill seulement, parce que tu vas rajouter quand même ce travail de force et peut-être de renfort. Et donc tu vas essayer de garder quand même plus de fraîcheur donc aller un peu plus garder des secondes en réserve par exemple, se tempérer un peu plus. Et au plus tu deviens fort sur le côté, au plus tu as envie de te spécialiser, au plus tu as mérité un peu ta progression, bah, au plus tu peux commencer à faire des trucs sexy, au plus tu peux même à un moment éventuellement tryhard. Hein. Ça se fait quand même dans un entraînement intelligent, un moment de tryhard. Par exemple, on le fait avec toi sur ta handstand push-up. Là, on tryhard un petit peu. Euh, et, euh, et puis voilà quoi. Donc, et le renfort, c'est toujours les petits maillons faibles qui sont parfois plus optimales à travailler sur ce genre d'exercice que sur des gros exercices. Ok. Moi, je vais juste te parler de ma vision, parce que du coup, moi, je le vis en interne, et puis bon, j'ai également ma vision critique là-dessus, vu que bah, je me suis formé, j'ai pas le recul que t'as, parce que toi, t'as 12 ans derrière de recul, et moi, j'en ai 2, tu vois. Donc, c'est pas comparable. Mais moi, je trouve que c'est une méthodologie qui vraiment se convient bien aux personnes pas ultra douées, les personnes dans la norme. C'est vrai que moi, si tu vois, j'avais dû faire uniquement du tryhard, de la calisthénie, des mouvements en poids de corps, je sais que j'aurais pas progressé plus que ça parce que j'ai pas de prédisposition particulière. Tu vois, j'ai de longs bras, j'ai de longues jambes, j'ai un buste assez court, j'ai pas une masse musculaire ultra développée. Et, euh, et du coup, le fait de travailler en force, de gagner en masse musculaire, bah là, je le vois très clairement. On enchaîne sur le deuxième macrocycle. Euh, Tu gagnes en force sur ton développé militaire. Là, tout ce qui est mouvement de HSPU contre le mur ou même au sol, les trails, tu sens que bah déjà tu pousses beaucoup plus fort. Et si j'avais juste fait des trails au sol, que j'avais fait juste des pikes comme ça, je sais que j'aurais été assez limité. Et ce qui est aussi incroyable, c'est que bah le mec doué, s'il commence à faire ça, bah peut-être qu'il va se faire chier, mais il va pouvoir progresser peut-être à l'infini, parce qu'au final, tu te mets jamais en échec, vu que t'as quand même tu mets les skills, tu vas pas chercher une intensité folle parce que bah derrière t'as ton travail de force, t'as ton travail d'hypertrophie. Et c'est presque, tu pourrais être en progression permanente au final si tu gères bien le truc. Bon, forcément, tu as des plateaux, il faut ajuster en fonction des moments un peu plus down. Je sais pas, par exemple, tu as atteint t'es proche de ton potentiel actuel sur le tirage. T'as spammé les tractions, mais peut-être que du coup, t'es un peu en recul sur ton front lever et que c'est juste une question de technique. Donc tu mets un focus sur le front lever, ta technique s'améliore et du coup forcément tu es plus fort sur le mouvement parce que tu as gagné en force sur ta traction. Et après, euh, par exemple, tu te rends compte que bah là je manque un peu de grand dorsal, bah je vais taper un peu plus d'hypertrophie et c'est presque en fait une boucle infinie et la manière dont tu l'envoies où tout est toujours là, mais juste on ajuste les leviers en fonction des individus, je trouve ça super intéressant. Et là, j'aimerais qu'on prenne un peu de recul et que tu nous présentes un peu le squelette de ta programmation, comme tu l'avais fait par exemple dans ta formation de l'ultime périodisation, que tu nous expliques un peu comment tu crées de l'élan sur tes skills, comment tu crées de l'élan sur tes mouvements en street lifting, comment tu intègres du coup ton hypertrophie. Tu expliques comment tu utilises les blocs au sein de ton macrocycle. J'aimerais bien que tu fasses un peu un recul là-dessus. T'es parti pour 3 heures de podcast là. Non, je vais essayer de résumer.
Sinon, ouais, je te rejoins bien aussi sur ce que tu disais juste avant avec la vision. Je pense qu'elle correspond à beaucoup de gens, même si principalement c'est vrai que des gens un peu moins doués qui vont se poser un peu plus de questions, parce que des gens un peu plus doués, en général, ils vont peut-être progresser en spammant. Ils vont aussi peut-être vouloir être l'élite, quoi. Ils vont peut-être vouloir être participer à des compétitions de freestyle, participer à des compétitions de streetlifting, et donc forcément à ce moment-là c'est pertinent de ne pas du tout inclure ce genre d'objectif. Maintenant, si tu as un gars doué qui veut aussi adopter cette vision, il va en profiter pas mal aussi. Enfin bref, on va fermer la petite parenthèse. Et ouais, sinon pour revenir sur ta question là sur comment concrètement appliquer cette approche hybride, on va prendre par exemple une séance type et on va l'évoluer dans le temps. Donc c'est un petit peu une approche bottom up, donc en partant du fond, et on va évoluer. On pourrait aussi prendre l'inverse, voir un peu à plus long terme et dézoomer. On va essayer de voir un peu ce qui va se passer sur une séance. Donc on va commencer à travailler par exemple les figures, parce que ça sera souvent une priorité, et même si elle est un peu moins importante, on veut quand même être le plus frais en général, parce que c'est quand même ce qui est le plus exigeant techniquement et même en termes de force, l'air de rien. Et donc on va programmer un nombre de séries par exemple en fonction de la récupération de l'athlète, de la fréquence qu'on va mettre dans la semaine. On sait qu'on aura un nombre de séries par mouvement. Sur les séances, il y aura des séances un peu plus intéressantes, importantes, prioritaires, primaires, des séances un peu plus faciles aussi pour parfois laisser un peu de récupération. Et en général, on essaiera de travailler un mouvement 2 fois semaine. Comme on a dit plus tôt, c'est quand même quelque chose qui va bien fonctionner. Même les figures de force et potentiellement que parfois les figures auront peut-être besoin d'un peu plus. Et donc, on va programmer ce nombre de séries, un nombre de secondes en général. Je privilégie en général les progressions statiques parce que c'est plus facile à corriger, c'est quand même moins fatigant, moins technique au début en tout cas, et plus facilement traquable. Et on va considérer les progressions, les exercices de force en général comme des progressions dynamiques en fait. Et donc c'est pour ça qu'on n'aura peut-être pas besoin de faire plein de progressions dynamiques, parce qu'on va s'assurer d'avoir des progressions. On va pouvoir développer de la force sur des amplitudes plus grandes grâce aux exercices de streetlifting ou autres exercices également. Donc on va se concentrer sur une progression statique simplement, quelques secondes, et on va garder des secondes en réserve. Et en général, je disais que parfois c'était pas facile d'augmenter le nombre de secondes. Donc sur la plupart des athlètes intermédiaires, on va simplement rajouter une série. Donc par exemple, on va commencer à 3 séries avec un nombre de secondes d'une progression sur laquelle on va pouvoir tenir. Par exemple, admettons, on tient un tuck front lever 6 secondes. On va pas programmer directement en 6 secondes, sinon on va se cramer trop vite. Donc on va peut-être commencer avec 3 séries de 2 secondes. On va garder des secondes en réserve, et puis on va faire 4 séries de 2 secondes. 5 séries de 2 secondes. Oui, 2 secondes, c'est court, mais c'est suffisant en général. Tu fais de la marge pour avoir une certaine capacité de travail sur tes prochains blocs. Éviter d'épuiser du coup l'athlète. C'est ça. Donc, et ça, que ce soit un débutant complet ou un athlète avancé, c'est un peu les mêmes principes, l'air de rien. Faudra juste adapter. Parfois, il y en a qui progresseront plus vite aussi. Après, ça aurait pu être 10 secondes de progression, mais tu commences avec 5 secondes. Et c'est un peu l'idée. Et donc voilà, c'est ça. Sur les skills, ça bouge pas beaucoup en fait. Et donc tu vas faire quasiment la même chose pendant 4, 5, 6 semaines. Ensuite, tu vas peut-être faire une semaine de deload ou d'introduction, et tu vas recommencer le cycle prochain avec quelques secondes en plus. Parfois, la deload, elle va servir à faire un petit test aussi. Ok, là j'ai testé, j'ai bien gagné des secondes sur mon advanced front lever. Ouais. J'ai testé ça, j'ai peut-être passé à la progression suivante, donc un advanced front leg front lever. Les termes sont quand même compliqués, j'espère que tout le monde comprend. Mais j'essaierai de mettre des petites images pour qu'il y ait un contexte quand même. Si ça va être quand même compliqué, mais voilà, si par exemple tu fais prenons une figure plus facile, par exemple tu as envie de faire j'allais dire un muscle up, tu fais des tractions hautes pendant 6 semaines, ou un muscle up avec élastique, là c'est peut-être un moment de tester ton muscle up dans ce bloc là par exemple. Et après tu vas te poser la question, ok, je l'ai réussi, est-ce que je l'intègre directement ou pas? C'est la difficulté de la calisthénie de choisir ça, ou de passer à la progression suivante. Mais voilà, en gros, tu vas cycler ça. Sur les exercices de force, là, tu vas faire une programmation classique en streetlifting. En fait, c'est pour ça que c'est pas si compliqué que ça. Si tu sais programmer en streetlifting,
Tu greffes simplement une partie de skill, t'enlèves un peu de volume sur ton street lifting. Ouais. Et tu rajoutes et t'adaptes un peu les renforts et d'autres exercices. C'est assez facile. En fonction des points faibles, au final, tu vois que le mec il est un peu gaze en poussée. Bah, peut-être sur les renforts, tu vas accentuer un peu plus sur la poussée ou l'inverse sur le tirage. Ouais. Et peut-être que tu vas mettre plus de poussée verticale en calisthénie, quoi. Ça, c'est sûrement, ouais. enfin, peut-être même sûrement, et tu vas peut-être privilégier un overhead press à un dips, quoi. C'est aussi, c'est la chose. Et donc là, tu vas par exemple aussi sélectionner une fourchette de répétition, et tu vas essayer de commencer avec un RPE, donc une distance de l'échec. Tu vas essayer d'avoir facile au début, par exemple, garder 5-6 répétitions réserve sur ta charge de travail, et petit à petit, tu vas augmenter dans ton bloc, et tu vas peut-être commencer loin de l'échec pour te rapprocher presque d'une série difficile, et tu vas pouvoir faire des bons plus ou moins importants, 1,25 kg, 2,5, 5 kg. Et tu as simplement qu'à progresser en kilos. En général, c'est beaucoup plus facile sur ce genre d'exercice qu'en répétition. Et donc, c'est parfois simple. Enfin, c'est parfois mieux de garder les choses simples, pas faire des progressions un peu différentes. Voilà, tu fais que en kilos. Et le cycle d'après, tu peux changer un petit peu ton nombre de séries. Et donc ça, souvent, ton exercice de force, il va suivre ton exercice de skill dans ta séance. Et après, tu vas rajouter un peu de renforcement. Et de nouveau, tu vas toujours aussi garder un nombre de séries aussi sur ton exercice de force en fonction du reste. Et sur tes exercices de renfort, même chose, un certain nombre de séries, une certaine fourchette de répétition. Là, tu vas te prendre un peu moins la tête que sur la force, là où tu vas essayer de rajouter des kilos à chaque fois et que tu vas vraiment mettre plus d'intention. Là, on va mettre vraiment de l'intention sur se rapprocher de l'échec pour aller vraiment stimuler. On sait qu'à l'heure actuelle, c'est quand même important de se rapprocher de l'échec pour stimuler plus l'hypertrophie et tirer plus profit des séries de renfort. Et là, tu vas choisir une fourchette de répétition, 9 à 12 par exemple, 10 à 15, 6 à 10, et tu vas programmer une charge avec un RPE 9, 8. Tu vas essayer d'aller très proche de l'échec et tu vas essayer d'appliquer le principe de double progression. Donc, tu vas pas spécialement changer la charge directement. Tu vas essayer de valider, par exemple, là, tu vas commencer par 10 et 9. Si tu as été proche de l'échec, théoriquement, tu n'es pas censé en refaire 10 sur ta deuxième série. Et petit à petit, tu vas essayer de compléter les deux séries de 12, par exemple. Et une fois que tu as complété ça, tu passes, tu rajoutes 2,5 voire 5 kilos pour accentuer ça. Et puis sur le cycle d'après, tu continues un petit peu comme ça. Le cycle en cycle. Sur les exercices de force, en général, tu vas commencer avec des fourchettes un peu hautes pour faire un peu du volume. Et petit à petit aller chercher des séries plus spécifiques vers une échéance, par exemple. Certaines personnes pratiquent des compétitions avec cette approche-là, d'autres veulent se tester quand même sur du 1RM en fin de macrocycle, et donc tu vas quand même aller te diriger vers ce qui est le plus spécifique, un 1RM, et puis tu vas évoluer là-dessus. Donc voilà, c'est un petit peu l'approche globale. Parfois tu vas prioriser les skills, parfois tu vas prioriser plus la force, parfois tu vas prioriser plus le renfort aussi. Okay. Je sais pas si c'est clair. Non, si, c'est clair pour moi. Si toi, tu programmes généralement sur 4 blocs. Là, ça dépend vraiment. En général, ouais, c'est vrai que là, on a parlé d'approche top-down, donc on est parti de la séance et après on a pu voir la vision. Et en général, il y a l'approche un peu top-down, donc bottom-up, on a parlé, donc du fond, et l'approche du haut. Donc là, tu as déjà un peu cette vision globale de l'entraînement. Tu te dis, ok, avec l'athlète, j'ai une échéance ou j'ai pas d'échéance, et j'ai envie de faire un macro cycle. Je vais peut-être commencer par 2 blocs d'accumulation, ensuite 2 blocs d'intensification, un bloc de correction, et puis d'accumulation, et puis un bloc de picking, par exemple. Ça dépend un petit peu de la stratégie qu'on adopte. Okay. Et parfois c'est 4 blocs, parfois c'est 5, parce que si tu as fini le 4e bloc et que tu vois que t'as pas tout exploité, que t'étais pas encore, ou alors même si tu t'es dit tu commençais un petit peu plus haut sur les fourchettes de rep et tu as créé un peu plus de marge, parfois tu dis tiens, je vais quand même aller exploiter un 5e bloc, ou si tu vois qu'il y a vraiment un super rendement sur ces blocs-là, tu continues, quoi. Ou à l'inversement, tu sens que ça marche pas trop. Après le 2e bloc pour le 3e, tu changes un peu plus de choses et tu pars carrément sur un autre macrocycle, quoi. Ça peut arriver. C'est ça qui est très cool avec ton approche, c'est que ça peut paraître assez rigide, on
on va dire si on a une approche plutôt bottom down, c'est ça, du vidéo. Ouais, top down, Euh, top down. Top down, ouais, top down. Mais au final, tu arrives à allier plutôt les deux. C'est que euh, selon ce que la personne a fait durant sa séance ou durant son bloc, tu vas quand même adapter le prochain bloc, même si tu avais prévu soit d'aller plus loin, soit d'aller moins loin. Et du coup, je trouve que ça a créé une synergie vraiment très cool parce que tu t'adaptes, c'est assez organique au final comme coaching parce que tu t'adaptes assez rapidement à la personne. Là, tu as dit que par exemple à la fin de son quatrième bloc, si tu sens que bah, il en a encore sous le pied, bah pourquoi pas aller chercher un cinquième bloc ou je pense que ça peut même être à l'échelle des blocs eux-mêmes. Par exemple, semaine 3, le gars il est au bout de sa vie, bah peut-être mettre un petit déload ou enchaîner directement sur le prochain bloc. Semaine 4, ses RPE n'ont pas bougé, bah peut-être continuer un peu. Et j'avais vachement remarqué ça durant le premier macro cycle qu'on avait fait ensemble, du coup nos 4 premiers blocs. C'est que bah moi je me cramais assez rapidement. Donc généralement les blocs ils duraient 4-5 semaines et on adaptait comme ça. Après sur 6 mois, je trouve que c'est assez dur quand même d'avoir quelque chose de vraiment très personnalisé à la personne. Et là ce qui est cool sur le deuxième macro cycle qu'on a fait ensemble après la période off, c'est que déjà ton approche avait un peu changé. C'était plus fun, il y avait plus de top set, de back off. Là, bon, ça dépend aussi du niveau, je pense, mais aussi l'intégration des trails en HSPU. Ça, j'ai bien kiffé. Et puis même en termes de motivation et de confiance, tu dis putain, est-ce que je vais réussir? Et au final, bah ouais, il y a quelques reps qui passent et t'es surpris. Et, euh, et puis même au niveau de la gestion du volume d'entraînement. Par exemple, moi je voulais prendre à fond les cuisses et finalement souci bah, de récupération, on peut pas, donc t'adaptes. Par contre sur le haut du corps, je trouve que bah t'hésites pas à mettre un peu plus de volume si tu vois qu'on encaisse. Donc tu restes pas sur une vision fixe. Je sais pas, j'ai prévu 10 séries pour sa poussée. Bah on va rester sur 10 séries. Là toi tu fais vraiment évoluer ça dans le temps. Et moi je m'amusais un peu à anticiper un peu ce que tu allais faire sur le prochain bloc. Dire, bon là, est-ce qu'il va réduire mes séries en hypertrophie pour ajouter un peu plus sur la force ou les skills. Et là, j'avais été surpris parce que tu avais rajouté des séries en hypertrophie et on avait continué à augmenter un peu sur les skills sur le troisième, quatrième bloc. Et ça m'avait un peu surpris et finalement, j'avais bien toléré ça et j'avais bien aimé. Même là, du coup, sur le prochain bloc, sur le prochain macro cycle, on est parti plus sur le côté prise de masse. Donc, tu as rajouté un peu plus de séries d'hypertrophie. Tu as quand même pas mal de séries. Enfin, tu m'as mis quand même pas mal de séries sur la force. Et je trouve ça assez agréable, tu vois, comme coaching, vraiment cette adaptation derrière. Et c'est vrai que moi, de mon côté, je prends vachement, du coup, bah, j'apprends énormément. Parce que moi aussi, je suis coach. Et si je fais appel à toi, c'est aussi pour moi me former indirectement et rajouter un peu à mon expérience, la tienne. Et je trouve que c'est comme ça vraiment que bah on crée une belle approche avec notre patte à nous. Et, euh, et je trouve que toi, tu as bien réussi à concilier un peu les deux choses, pas rester sur quelque chose de rigide, bah tiens, t'es 4 semaines. Et non, je trouve ça très très cool. L'approche hybride, c'est très sympa. Et honnêtement, moi, je me vois pas travailler d'une autre manière aujourd'hui. Ah, c'est cool vraiment. Bah, c'est que cette approche, elle comble pas mal de besoins et ouais, elle comble pas mal de besoins au final et elle te correspond peut-être bien maintenant aussi à l'heure actuelle. Ouais. Et c'est vrai que pour réagir à ce que tu dis, alors, pour l'individualisation, bah, d'autres personnes, elles auraient par exemple, euh, en général, c'est vrai que entre un premier et deuxième méso où tu vas souvent faire du volume et un troisième, quatrième où tu vas aller un peu plus chercher de l'intensité, c'est vrai qu'on aurait pu anticiper de diminuer le nombre de séries. Mais en fait, je me suis rendu compte que tu réagis bien et t'es pas le seul. Il y a beaucoup d'athlètes qui réagissent toujours bien à faire du volume. Je me suis rendu compte aussi. Donc parfois t'as pas intérêt spécialement à aller rediminuer 2-3 séries ou t'as pas intérêt à diminuer une rep range sur ton exercice au risque de reperdre un peu ce stimulus qui avait l'air de bien fonctionner
et pourquoi pas peut-être même l'augmenter en fonction, quoi. Donc c'est l'individualisation. Et peut-être qu'un autre athlète, justement, lui, tu sais qu'il réagit super bien quand il diminue son renfort. Et donc, c'est pour ça que, de nouveau, c'est individualisation. Il y a des gens aussi, ils ont des vraies vies, en fait. Et parfois, ils partent 2 semaines en vacances, ils tombent malades une semaine. Et donc, en fait, ton mésocycle, il est foutu, entre guillemets. Et donc, tu dois recommencer, en fait. Tu dois recommencer parce que, c'est toujours la question, ok, il a pas su compléter ce que j'ai envie de lui faire. Est-ce que je refais quelque chose de neuf? Est-ce que je refais la même chose pour être sûr qu'il complète ça et qu'il valide des acquis pour aller à la suite? Même si, sur papier, c'est toujours la même séance depuis 8 semaines. Il faut peut-être quand même encore la faire. Et donc, finalement, tu vas devoir faire un 5e mésocycle pour un 6e pour vraiment valider ce que tu avais prévu à la base. Et c'est pour ça que la planification, elle est pas non plus... il faut pas être si rigide que ça. La longueur des blocs, même chose. Donc, ouais, en fait... c'est l'individualisation et c'est ça que on peut pas toujours être trop dogmatique non plus. Ouais. C'est la programmation, c'est super intéressant. Je pense qu'on pourrait faire des heures et des heures de podcast là-dessus. Il y aurait plein de choses à aborder, même du coup aborder ça d'un peu plus large avec d'une manière un peu plus large avec vraiment des exemples concrets, mais bon, ça prendrait des heures. Et puis il faudrait le préparer bien comme il faut. Je pense qu'on va passer à la suite sur les questions un peu plus rapides, peut-être, on va bien voir. J'aimerais bien que tu nous donnes, qu'on donne là tous les deux des intérêts et des inconvénients de se faire coacher. Donc on va commencer par les intérêts, tu vas en donner quelques-uns, et si moi j'en vois d'autres, ou si je suis pas d'accord avec certains, je te le dirai. Donc, je te laisse commencer. Quels intérêts as-tu remarqué de se faire coacher par quelqu'un d'autre, du coup de compétent? Ouais. Le premier, c'est de progresser. Donc progresser plus vite. Pour moi, c'est souvent pour ça qu'on a envie de se faire coacher en général. Mais pas que. Et parfois c'est pas forcément le cas, mais souvent c'est un peu l'intérêt premier. Et en général, sur un beau coaching, c'est ce qui se passe. Donc ça c'est la première chose. Même si voilà, ça paraît un peu superficiel et autres, c'est quand même finalement c'est un peu ce qu'on veut. Hein. Ensuite, c'est gagner en connaissances, en compétences. Parfois se faire coacher, ça permet de mieux se coacher soi-même, de comprendre tout le système, comprendre pas mal de choses. Ça permet en confiance aussi, donc confiance dans un processus, d'adhérer plus facilement à certaines séances, à certains programmes. Voilà, je te laisse compléter parce qu'il y en a encore plein, mais vas-y. Moi, je vais te donner mes ressentis parce que c'est vrai que c'est assez frais. Moi, ça fait que, du coup, au total, 1 an de coaching sur mes 3 ans, on va dire, de pratique, de renfo et de la calisthénie. En soi, ça fait 1 an et demi que j'en fais et 1 an où je suis coaché avec toi. Il y a eu cette période de 6 mois entre les 2 périodes de coaching où j'étais un peu en auto-coaching. Mais au final, j'ai un peu délaissé la partie skill parce que je me disais, en vrai, je ferai appel à quelqu'un de plus compétent. J'ai pas envie de perdre mon énergie sur des variations et surtout, j'avais pas le temps. Donc, je me suis dit, je vais à l'essentiel. J'essaie de développer au maximum ma force, continuer à faire un peu de viande. Et moi, ce que j'avais remarqué au tout début, c'était, moi, ma problématique vraiment, c'était l'autorégulation. Ça doit être dans mon caractère, mais j'ai tendance à faire les choses à fond et des fois de me cramer assez facilement. Je me rappelle au début quand je commençais à faire mes tractions lestées, mes dips et puis ma musculation, je ressentais assez rapidement de la fatigue. Au bout de déjà 3-4 semaines, je ressentais de la fatigue, j'étais cramé, des petites douleurs à droite à gauche et au final je me baissais, je me faisais mal, une épaule, le dos. Et du coup, j'étais obligé de temporiser. Je continuais à m'entraîner, mais j'adaptais. Les mouvements qui me faisaient mal, je les remplaçais par d'autres. Et quand ça allait mieux, je repartais à fond. Et de retour, je me cramais la gueule. Et j'en avais marre en fait de tourner un peu dans cette spirale.
et j'avais besoin d'un regard objectif sur ce que je faisais. Et c'est vrai que un peu pour une question d'ego, on aurait tendance à se dire bah j'ai les connaissances, je connais les bases, les principes fondamentaux, donc je peux les appliquer sur moi. Mais au final, par exemple, tu vas te programmer un début de bloc beaucoup trop haut. Tu dis bon, je suis capable, je peux finir ça. Si je me rajoute 2,5 kilos, je suis toujours là dans 6 semaines. Et finalement, au bout de la troisième semaine, t'es déjà RPE 9 et tu te dis bah merde, j'arrête mon bloc. T'as une petite transition où t'es un peu perdu. Tu dis bah là en fait, est-ce que j'ai vraiment envie de continuer ou du coup tu testes autre chose. Et t'as aussi le côté où bah quand t'es curieux et que t'aimes beaucoup quelque chose, t'as envie de tester plein de choses. Et du coup, tu restes jamais longtemps sur une même méthodologie et je trouve que ça tue un peu la progression. Donc vraiment, pour moi, ce serait l'autorégulation et se donner une ligne directrice et tu la tiens. Certes, des fois, là, à la fin de nos 6 mois, je commençais à trouver un peu de redondance, même s'il y avait l'intégration des trades, les séances s'allongent un peu, c'est fatigant et bon, t'as ton rythme de vie, donc tu te dis que ça te prend beaucoup de temps dans tes journées et que t'aimerais bien varier un peu. Et au final, tu tiens le truc puisque tu dis bon, il me reste 3 semaines, 4 semaines, et à la fin, tu vois vraiment les progrès. Et, euh, et je pense que c'est important de tenir quelque chose pendant longtemps si tu veux progresser. Moi, Carrément. c'est les deux choses qui m'ont frappé, c'est l'autorégulation et suivre quelque chose. Peu importe, Ouais, suivre quelque chose. à 1000%. Je te rejoins à 1000%. Vraiment, autorégulation et rester longtemps sur quelque chose. Dans les sports de force, c'est fondamental, quoi. C'est pas pour rien que en powerlifting, bah, tu fais toujours les mêmes mouvements pendant des années. En calisthénie aussi, c'est la progression, c'est surtout en calisthénie, limite, je pense, que ça doit être encore plus important. Tellement que c'est complexe comme mouvement. Ah, mais si je t'avais pas pris en coaching, je serais toujours en train de tenter des HSPU et je serais là à faire des longues distances en vélo, aller courir à côté, tester plein de trucs. Mais ouais, bon, moi, c'est mes points, c'est mes principaux intérêts à prendre un coach. Je sais pas si t'en as d'autres là qui t'en est venu. Bah, t'as bien complété ça. Je pense qu'on pourra en trouver d'autres. Peut-être libérer un peu de réflexion, une surcharge mentale, Ouais, peut-être. la charge mentale, ouais. C'est Mais ça, en vrai, ça joue énormément. Je pense qu'on peut passer sur les inconvénients qui en seront peut-être pas s'il y a une bonne communication avec le coach, mais je te laisse commencer si tu en as. ouais, hein, il y en a aussi, hein. Je pense que un des inconvénients, c'est la rigidité. Peut-être forcément, même si on s'est rendu compte qu'il y a toujours une petite part d'adaptation et de flexibilité. Donc tu vois, en fait, à chaque inconvénient, on pourra trouver un peu une solution à travers le coaching. Mais voilà, ça demande quand même de respecter une structure pendant suffisamment longtemps. Donc faut savoir s'engager là-dedans. En fait, c'est quand même un certain engagement, même financier aussi. Donc on peut le dire. Mais c'est toujours en général rentabilisé ou ça en vaut la peine en tout cas. Sinon on le ferait pas. Ensuite, ouais, s'impliquer, quoi, s'investir. Il faut vraiment, voilà, on fait pas de l'exercice quand on se fait coacher. En général, on a vraiment envie de progresser. Et donc, ça demande de respecter les séances, de devoir respecter un peu le travail du coach. Et parfois, ça peut être anxiogène, parfois de devoir rendre des comptes à quelqu'un, de respecter cette structure, de pas pouvoir changer du tout au tout. Mais au final, c'est quand même souvent ce qu'il y a de mieux pour se faire Ouais, progresser, je ouais, pense. c'est ce qui crée la Donc, progression finale. c'est dur. On est trop biaisé, on va avoir du mal à Ouais, trouver des ouais. inconvénients. Mais moi, je pense que j'en aurais quelques-uns et je pense que c'est des inconvénients qui sont présents quand tu as beaucoup de choses dans ta vie. Quand, Ouais, si tu as une vie de famille, que je sais pas, t'aimes voyager, t'aimes faire d'autres choses ou t'as un travail très prenant. C'est vrai que, bon, pour nous deux, notre travail, c'est en partie, enfin, toi, c'est complètement le coaching. Moi, c'est juste une petite partie, j'ai d'autres choses à côté. Et moi, je pense, je mettrais en inconvénient quand même, tu l'as dit, hein, c'est cette rigidité où au final, si tu as prévu de partir souvent en week-end, souvent en vacances,
bah tu sais que ça va limiter ta progression. Euh, Ça va limiter ta progression. Moi, je sais que, par exemple, je pars 3, 4 fois dans l'année. J'ai des week-ends où d'un coup, ils sont là, tu vois. Même moi, enfin, je vais me dire là sur un coup de tête, bah, je vais partir 3 jours, 3, 4 jours là. Et même des fois, bon, je vais te prévenir au dernier moment, comme pour Madrid, c'était un peu sorti de nulle part. Euh, Aussi, si t'es quelqu'un de curieux, bah, ça peut être un peu frustrant. Tu dis, bon, j'ai envie de tester telle méthodologie, mais t'as créé un tellement de bon élan avec ton coach, c'est tout se passe bien, mais tu dis putain, je testerai bien cette méthode, même si c'est juste du fun et que ça va rien t'apporter, ou j'aimerais bien courir un marathon. Tu vois toutes ces choses-là que bah tu pourrais te permettre en vrai si t'étais en auto-coaching, tu dis bon, je diminue à fond le volume sur certaines zones, je j'ai l'impression de progresser, mais au final, je maintiens et je continue, j'essaye de faire mon marathon ou je me mets au skate, peu importe. Et je trouve que du coup, c'est de rigidité où t'es obligé de te fermer des portes, en fait, si tu veux vraiment progresser et conserver ton élan. En deuxième, je pense que ça peut être, si je devrais en donner un deuxième, c'est la communication. Réussir à créer un climat de confiance et une bonne communication. Si t'as pas ça avec la personne qui te coach, je pense que c'est un peu mort. Tu vois, auras envie de tester des choses ou tu auras des interrogations et tu n'oseras pas les dire par peur que la personne qui travaille avec toi te juge un peu ou tu vois, te dise bah c'est un bouffon, il me prend en coaching et au final il a envie de faire un truc qui n'a pas trop de sens. Donc ouais, c'est des inconvénients, mais en vrai, ça fait partie de la vie. C'est des choses à mettre en place. Moi, je sais que j'aimerais pas m'entraîner autant si j'avais pas ce style de vie, et je serais pas forcément ultra heureux. J'aurais pas envie de tester des choses, tu vois, de bouger, de découvrir des nouvelles régions, de nouveaux pays. Si j'étais pas aussi, si j'avais pas cette part où, bah là, ok, discipline, je fais mes trucs, je suis fier de moi. Je pense pas que j'arriverais à apprécier autant les choses à côté. Donc je pense que c'est un équilibre à trouver et c'est pas facile, mais en soi c'est pas vraiment des points négatifs. Je crois que ça s'appelle juste la vie, tu vois, les responsabilités. Il faut réussir à faire la part des choses. Ouais, ça peut être positif hein, de bien communiquer avec son coach. Là, rien, c'est une relation que tu crées avec quelqu'un, c'est hyper important. C'est ça qu'on a peut-être pas encore beaucoup mentionné ici, mais c'est super important. Et puis le fait de partir, bah, ça peut, voilà, de nouveau le plan, enfin le coaching peut peut très bien s'adapter. Tu vois, j'ai des coachés. Emilien, dans les 6 mois de coaching, il est parti aux 4 coins du monde. Il s'est entraîné 2 mois à la montagne, un mois en Afrique du Sud, puis en Corse, puis il était parti en Norvège et, et il a fait et juste avec une paire d'anneaux, il s'est adapté. Après, c'est clair que s'il avait des objectifs plus de street lifting, bah, il faut trouver une salle à chaque fois, mais il y en a qui arrivent à bien s'en sortir. Après, voilà, c'est une question d'adaptation. Et après, c'est vrai que c'est des gens toujours très investis dans l'entraînement. Quand tu as un boulot, une famille, bah, tu peux aller chercher une dose plus minimale et 2 fois semaine. Mais parfois, justement, c'est le coaching qui va te permettre de trouver ce bon Ouais. spot, de trouver la bonne dose. Et tout seul, bah, c'est parfois plus compliqué, quoi. Ouais, je pense qu'il y aurait pas grand-chose d'autre à dire, ou à part la gestion de la fatigue, où peut-être tu peux un peu moins. Enfin, du coup, c'est drôle, mais tu peux un peu moins t'auto-réguler. Bah, aujourd'hui, je me sens fatigué. Si j'avais personne derrière moi, bah, j'aurais peut-être pas fait la même séance. Peut-être que j'aurais pas fait ces 3 reps à peut-être 80% de mon max sur ce squat. T'aurais pas eu la foi, mais au final, c'est également quelque chose de positif d'avoir quelqu'un qui te mette cette pression derrière. Et tu dis bon, je vais quand même faire ma séance. Mais Ouais, il y a quand même un degré de liberté. T'es malade et tout. Enfin, va pas t'entraîner. c'est ça, oui. C'est de l'autonomie au final, parce que même dans Ouais, le coaching, c'est pas le coach qui va faire le travail à ta place, t'as de l'autonomie et le coach il va te dire aussi, ben voilà, si c'est RPE 7, donc si tu fais ta série avec tes RPE 9 et que parce que t'es fatigué à cause du jour J, ben n'hésite pas à baisser la charge qui est prescrite quoi. Il y a vraiment pas de souci. Tu enlèves une séance, enfin t'enlèves une série. Si t'es malade, tu décales ta séance, tu vois, c'est tout des choses qu'on peut gérer en général. Peut-être qu'un des inconvénients, c'est que parfois en tant que coach, après ça dépend la situation, on est souvent très conservateur, donc on a tendance à en faire peut-être moins, surtout au début. Peut-être que et il y a des gens
tu vois, peut-être qui ont plus de potentiel comme un athlète de haut niveau et qui veulent maximiser vraiment le truc, qui pourraient peut-être tolérer un peu plus. Et du coup, ouais, il Euh, passerait à côté de potentiel gain à ce c'est moment-là. ça. Ouais. Mais en général, tu te rends compte qu'il y a quand même une dose minimale effective et qui va marcher qui est super faible en fait. Et donc on est souvent quand même au-dessus de cette dose en coaching en général, en fonction des systèmes. Et au final, t'es quand même si t'es pas à 100%, t'es au moins à 95% en fait. Et le 100%, il est très très vite dépassé en fait. Donc t'as pas intérêt. C'est pour ça que c'est quand même mieux d'aller le faire. Mais voilà, c'est pour ça que certaines personnes parfois peuvent moins bien réagir sur certaines personnes. Ou alors peut-être justement même si le coach était un peu trop gourmand aussi, trop maximaliste, c'est une des visions que j'ai moi aussi, c'est j'essaie on en avait discuté quand tu étais venu, Oui. de faire au max des contraintes qu'on a. Donc si tu as 2 séances semaine de 1 heure, moi je vais essayer de te prendre quand même tes 2 séances de 1 heure et de maximiser un peu tout ce que tu peux faire dans ce cadre-là. Et donc peut-être que parfois ça peut être un peu trop, même si ça se construit toujours progressivement, quoi. Ouais, t'as toujours cet ajout progressif du volume d'entraînement où tu vois en fait au bout d'un moment si l'athlète il contre-perf, s'il commence à rater des séries, des exercices ou carrément pas faire ses exos, ouais, tu vas vite comprendre qu'il y a peut-être Ouais, un souci. tu le vois et puis ça se communique aussi. Donc Ouais, c'est ça qui est, ouais. c'est hyper important. Bon, je pense qu'on a fait le tour pour la partie se faire coacher. Maintenant, je pense qu'on peut passer sur l'auto-coaching. Du coup, quels intérêts vois-tu dans l'auto-coaching? Donc, toi, tu t'entraînes et c'est toi-même qui te programme. Donc ça va être souvent l'inverse, un peu les points Oui, opposés à ce ça va de que je fais. l'inverse. Oui, oui, forcément. On peut quand même aborder. Je pense que ça permettrait. Par exemple, ça permet d'expérimenter. Donc là, on a un peu plus son laboratoire et ça, c'est cool, aller expérimenter un protocole qui a l'air intéressant pour nous. Donc ça, c'est hyper intéressant. Peut-être pousser un peu les limites qu'on est capable de faire. Tu vois, vraiment essayer de pousser son volume maximal sur lequel on peut récupérer, qu'un coach aurait pas spécialement osé nous prescrire. Si on est Le vraiment crash. c'est risqué, mais voilà, pourquoi pas en auto-coaching tenter ça, voilà, faire des méthodes un peu folles, des grises de groove, des choses comme ça. Euh, comme tu dis, voilà, si tu as une échéance qui vient du jour au lendemain, boum, tu te fais, tu combines ça, tu fais un peu plus d'autres sports, si tu veux, mais qu'est-ce que je pourrais rajouter? Je te laisse compléter. Ouais, en vrai, il y aurait pas grand-chose à dire. De toute façon, le manque que tu as d'un côté quand tu te fais coacher, tu peux le récupérer quand tu t'auto-coaches et vice-versa. Euh, Moi, je pense que c'est juste, ça t'offre plus de liberté au détriment d'une potentielle progression au final. Mhm. Bon, je pense qu'on peut passer directement aux inconvénients en vrai. Et ça va être des points positifs du coup du coaching par quelqu'un d'autre. Plus d'autonomie dans l'auto-coaching. Ça te permet peut-être aussi de faire des séances entre potes. Ouais, c'est ça. Bah non, j'ai ma prog, je peux pas. C'est ça. Ouais, en vrai, il n'y a pas tant d'intérêt. C'est ça que je trouve il y a jamais de bonne situation pour se Non. faire enfin, il y a jamais de mauvais moment pour se faire coacher, quoi. Si tu débutes, que tu es un intermédiaire avancé, je pense qu'il y a une petite partie de population qui est super bon, qui est très très bien capable de s'auto-coacher, mais c'est une majorité. Bah je Et je pense pense qu'il y a que même il y a des gens, ils sont incapables de s'auto-coacher, en ouais, fait. Il y a des ah gens, ouais. ils devraient se faire coacher éternellement, malheureusement. Ouais. Ou heureusement pour nous, mais il y a Mm. des gens, voilà, tu sens que le doute, il est directement là, que ils ont un moins bon schéma moteur, Mm. et voilà, c'est hyper important pour elles. Bah ouais, bah je pense qu'on peut passer directement aux inconvénients de l'auto-coaching. Ouais. Vas-y, si t'en as quelques-uns, je pense que t'en auras un. Ouais, ça va être le doute, quoi. Le T'es doute, ouais. livré à toi-même, t'as pas de regard extérieur. Si t'as pas de connaissances, tu vas faire des choses un peu au hasard sans être certain. Et même si t'es certain, tu auras toujours un petit sentiment de doute en fonction.
Sauf si tu as vraiment beaucoup de confiance en toi et ta capacité à t'auto-coacher. Voilà, peut-être manque de structure. Enfin, ouais, tu risques de manquer un peu de structure, peut-être un peu plus soft. Ouais, je sais pas si t'as d'autres inconvénients. Alors moi, je vais te donner un peu mon ressenti quand je m'étais auto-coaché du coup par la suite. C'est que déjà, tu perds ta structure au final parce que tu as vite tendance à délaisser certaines choses moins fun qui te seraient du coup bénéfiques au final. Certaines variations sur des skills qui sont assez redondantes, que tu dois tenir pendant peut-être 4-5 semaines, voire plusieurs mois avant de passer à la prochaine. Et finalement, sur le long terme, c'est positif parce que tu gardes quand même un schéma moteur, c'est positif, et que tu fais des gains de force à côté. Mais moi, du coup, je m'étais dit, bon, les variations sur la HSPU, sur la traction à bras, je les enlève parce qu'en vrai, je vais gagner de la force et si je veux, je vais repartir sur des variations par la suite et je verrai bien si j'ai progressé ou pas. Et avant de refaire appel à toi, j'avais réintégré par exemple des négatives et je savais que j'avais gagné en force sur mon développé militaire, je me sentais plus à l'aise, j'avais augmenté le volume et finalement, vu que t'as plus de schéma moteur sur le mouvement, tu te retrouves à partir trop en avant ou trop en intérieur, tu t'écrases par terre et tu te dis ah ouais en fait j'aurais dû continuer. Et peut-être si j'avais continué, là j'aurais eu ma négative et j'aurais juste eu à pousser pour avoir ma concentrique et puis voilà, tu vois, c'est un exemple. Donc il y a ce côté où tu gères ta structure comme tu veux, mais c'est pas positif parce que du coup tu perds des pans bénéfiques. Tu as le côté aussi, si t'es selon ton caractère, tu auras beaucoup de mal à t'autoréguler. Moi, je sais que je voyais ça parce que du coup, je faisais mes retours à mes clients que j'avais à ce moment-là. Et ok, là, ça sert à rien que tu fasses ça, ou on fait pas plus de séries, on n'augmente pas la charge, on reste conservateur, on verra ça le prochain bloc, ou telle variation, tu la conserves. Tiens, on va te mettre un petit exercice de préhab au cas où, tu me dis que tu as des petites gênes à tes épaules, et toi, quand tu vois un peu ta prog, ce que tu as fait, hein, tu te programmes aussi à côté, tu es un peu plus laxiste, tu dis, bon, c'est pas grave si mon RPE monte un peu plus, j'ai une petite gêne, mais je vais pas mettre grand-chose en place, au pire, ça va passer. Donc, tu diminues pas forcément ton volume. Donc l'autorégulation, si t'es pas 100% honnête avec toi, c'est compliqué. Ouais, autorégulation, euh, perdre des exercices bénéfiques. Sinon, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Aussi, ça va avec l'autorégulation, mais du coup, potentiel de blessure plus élevé, vu que tu sors plus de ta structure, donc tu testes plus de choses et tu peux plus facilement te blesser. Alors que quand tu suis quelque chose où c'est bien amené, quand tu es coaché, le mec peut te dire là attention, tu tires un peu trop dessus, là au contraire tu peux aller un peu plus fort. Et c'est vrai que quand tu es auto-coaché, tu dis c'est no pain no gain, mon objectif c'est de faire plus que la dernière fois. Et si je finis mon bloc RPE 11, c'est pas grave, tu vois. Je rattraperai Ouais, après. Mais finalement, ça va. tu rattrapes pas. Tu rattrapes pas du tout. Ça va avec ça va avec un peu, voilà, si tu as envie d'en faire un peu plus, etc. Quand tu es auto-coaché, tu risques d'augmenter plus rapidement ta charge d'entraînement trop vite, trop tôt sur des nouveaux exercices que t'as pas l'habitude, et c'est souvent ça qui va conduire à la blessure. Et c'est vrai que souvent, quand tu es auto-coaché, ça me faisait penser, comme tu disais, t'as envie de tellement expérimenter que tu changes souvent trop rapidement d'exercice. Oui. Même moi, ici, ces 2-3 derniers blocs, j'étais auto-coach 2 derniers blocs. J'ai changé d'exercice en cours de bloc, chose que j'aurais jamais fait avant, surtout sur des skills, parce que tu as tellement parfois de possibilités là pour aller chercher certaines progressions. Et donc j'avais changé 2-3 variations, ça faisait plus trop sens, et donc les décisions que j'aurais prises auraient été beaucoup moins pertinentes. Enfin, j'aurais pas su ce qui marchait finalement. C'est souvent ça. Ouais. Alors que si tu gardes un truc un peu plus minimaliste, tu sais un peu plus ce qui marche. Et là, quand tu changes complètement du tout, ouais, est-ce que ça a vraiment fonctionné, quoi? Ouais, tu sais, quand tu le fais pour tes clients, tu dis bon, c'est peut-être pas 100% optimal, mais il y a peut-être des petits gains à aller chercher. Donc on va le tenir, peut-être à la fin du bloc, et on va bien voir si on le change après ou pas. Et
Et finalement, quand c'est toi, bah, dès qu'il y a un truc qui va pas, tu te dis bon, je vais trouver mieux, je change. Et au final, tu crées pas Ouais, vraiment d'adaptation sur cet angle-là ou ce mouvement parce que bah t'as pas eu le temps d'en faire. c'est l'objet brillant aussi. Oh tiens, cette variation-là, elle a l'air trop stylée. Oh, je l'ai pas encore mis dans mon programme. Je suis auto-coaché. Il faut que je l'expérimente. Ouais. Puis c'est cool, mais ok, j'ai changé ce qui marchait avant. Et est-ce que ça marche vraiment? C'est pas. Ouais. T'as une nouvelle machine pour ta salle, tu te dis, bah, je sais Ouais, pas, je faisais de la presse à cuisse, là t'as un hack squat, tu dis, bah, vas-y, hack squat, tu, ouais, tu vas faire, bon, c'est un peu moins grave sur les assistances, je ouais, pense, mais c'est vraiment grave. c'est toujours ce côté où tu veux tout goûter et à la fin, il y a pas grand-chose qui fonctionne au final. Non, c'est, bon, moi, je pense que les deux, en tant que coach, en tout cas, parce que c'est vraiment la problématique là en tant que coach, est-ce que je me fais coacher, est-ce que je mets en place mes connaissances. Moi, je pense l'intérêt, il est vraiment double en tant que coach, c'est que bah déjà tu sors un peu de ton carcan à toi, de ta vision, et tu t'ouvres à d'autres expériences, et puis même ça t'enrichit toi dans ta manière de coacher, que ce soit au niveau de la programmation, de la gestion, du côté manager un peu de ton enfin du coach quoi, le côté coaching où vraiment tu vas motiver ton athlète, le côté par exemple moyen mis en place, bah toi qu'est-ce qu'il utilise mon coach, moi qu'est-ce que j'utilise, c'est peut-être mieux ce qu'il fait, ou non j'aime pas trop, moi je préfère ça, quels outils il utilise, qu'est-ce que tu pourrais prendre pour améliorer toi. Et puis bah t'as le côté progression où bah tu fais appel à quelqu'un de qualifié, tu progresses à côté et bah t'es content quoi au final. Moi je pense que la plupart des personnes auraient un intérêt à se faire coacher, au moins une petite période, si en tout cas ils prennent à cœur leur pratique, de se diriger vers quelqu'un de compétent. Alors c'est vrai qu'il y a les contraintes, contraintes financières, contraintes peut-être de temps, contraintes de communication. Ça peut être chiant des fois de remplir ton application, de faire tes retours toutes les semaines ou tous les jours à ton coach, de remplir, enfin simplement traquer tes données et les envoyer à quelqu'un d'autre. T'as fait un post là il y a aujourd'hui je crois sur ou avant-hier sur le tracking des données. Ouais, c'était ouais, la semaine passée, je pense. Ah, la semaine passée? Bah, je l'ai vu dans mon feed aujourd'hui. J'avais fait un sondage aussi Ouais. et je voulais voir qui était pour et contre. Il y a quand même il y a plus de pour quand même, mais il y a deux, trois gens contre. Je vais essayer de discuter un peu avec eux, c'était marrant. Bah, je l'ai vu aujourd'hui et je me suis dit même, en fait, il y a beaucoup de personnes, elles traquent pas leurs données. Donc c'est vrai que dès qu'elles vont commencer un coaching, putain, il y aura les séances à faire, à suivre et pas changer de séance d'une semaine à l'autre. Il y aura le tracking des charges, peut-être le tracking des marqueurs de santé à côté. Et c'est des choses qu'elle ne faisait pas du tout avant. Il y en a, ça va être waouh, trop bien. Je j'ai des graphiques sur ma progression, j'en ai chargé évoluer. Enfin visuellement, là j'ai fait +5 par rapport à la semaine dernière. C'est cool, tu vois ça augmente l'adhérence. Et il y en a, ça va les faire chier, tu vois, même de se filmer et tout. Putain, les gens vont me voir me filmer, ils vont me prendre pour un influenceur ou je sais pas quoi. Tu vois, t'as tout ce côté où je pense que ça peut être un peu une barrière aux gens sur le côté je me fais coacher. Alors que quand tu es Ouais, en auto-coaching, tu t'en fous, tu te filmes pas, tu rentres pas tes données, ça c'est ton problème derrière. ouais. Ce qui est marrant, c'est que là, ça me fait penser que dans le coaching, au final, tu as tellement d'actions que tu vas mettre en place qui vont te faire progresser. Parce qu'en fait, le Ouais, tracking de données, même sans coaching, en fait, si tu utilises oui, une c'est vrai que application d'auto-coaching, par exemple, il y en a peut-être très très bien. Ben, rien que le fait de traquer, même si tu écris juste tes données, il y a pas mal de données qui montrent que ça intéresse, enfin que ça peut te faire progresser, par exemple, juste ouais. de l'écrire. Le fait de te filmer, certainement que ça peut te faire progresser. Le fait de peut-être faire attention à ton hygiène de vie, ça peut faire progresser aussi. Et en fait, Ouais. tous ces éléments-là font que tu peux être tu peux encore plus exploiter le coaching. Et d'ailleurs, enfin, ça me permet enfin, tant qu'on met un peu en avant le coaching, il y a mon collègue Thibault là de la salle, il y a une étude récente qui avait montré que en se faisant coacher, potentiellement, on peut progresser de 6% en plus, je pense. Ou alors c'était un petit peu moins, mais c'est quand même énorme en fait. C'est quand même énorme. Donc, Bah, voilà. sachant si tu fais déjà les choses bien, que tu rajoutes 6%, mais je sais pas si ça peut être corrélé comme ça, mais t'as un dips à 100 kilos. Là, tu te fais coacher, t'as un dips à 106 kilos. Tu vois, c'est un peu le côté
je le simplifie, mais c'est énorme en vrai, plus 6 kilos quand t'as déjà 10 ans de pratique dans les pattes. Mhm. Ouais, il y avait pas mal de variables qui étaient analysées. Plus c'était la compétence du coach, le long terme, Oui, des trucs. Là, plus t'étais jeune, plus t'avais intérêt à te faire coacher aussi. Donc non, en vrai, il y a. oui. Enfin, mais de nouveau, ça dépend des profils, mais voilà, c'est intéressant. On va pouvoir aborder le dernier point. Enfin, c'est une double question. Du coup, la première partie, c'est comment vois-tu l'avenir du coaching? Et parce qu'on en discutait un peu, là, tu étais dans une phase particulière. Et peut-être mettre en corrélation, toi, tes projets professionnels là-dessus. Du coup, peut-être la première partie, comment vois-tu l'avenir du coaching en ligne? Ouais. Dans cette niche-là, hein, tout ce qui est calisthénie, sport de force, peut-être musculation, comment tu vois ça? Ouais, c'est quand même vague. Je pense que calisthenics c'est un peu différent que street lifting Ouais, et que musculation pure. La combinaison des trois, c'est à peu près la même chose. Mais je pense que comme je te disais, enfin, je pense que mais si ça fait 20 ans que le coaching, on va dire, existe, donc c'est encore assez récent. J'ai l'impression que ça a super évolué ces derniers temps depuis le confinement. Ça a vraiment, vraiment évolué. Mais déjà avant, ça commençait à prendre un peu en ampleur. Et là, ça a fait un boom. Et donc c'était un peu la période d'abondance et tout le monde bah, a compris la valeur, donc les prix ont un peu augmenté. Mais si tu te rends compte, enfin ici c'est un peu mes réflexions. J'ai l'impression que le coût de la vie à côté a pas tellement augmenté que ça. Enfin, le coût de la vie est plus exigeant ces derniers temps et que la concurrence a beaucoup augmenté aussi. Donc finalement, il y a beaucoup plus d'offres. Les gens ont peut-être un peu moins de moyens, je pense, qu'avant. Peut-être ont eu des mauvaises expériences aussi de coaching, donc sont plus réticents aussi vis-à-vis de ça. Et donc je pense que il y a eu une explosion un peu des prix, des offres, et maintenant je crois que ça diminue. Voilà, c'est très très dur à analyser. Parfois, comme on disait, il y a beaucoup l'état d'esprit de coaching et de coach qu'on a aussi. Mais je pense que du coup, ça se démocratise, ça c'est sûr et certain. Ça c'est super. Et je pense que tout le monde commence à avoir des expériences de coaching par-ci par-là. Tout le monde a conscience qu'il leur faut un coach. Et il y a il y a une multitude d'offres. Mais je pense que les tarifs évoluent. Et donc on va voir comment ça va évoluer à la suite. Mais je pense qu'il faut savoir se démarquer par sa compétence, pour sa communication, par les résultats qu'on amène, les échanges qu'on a avec nos coachés, les services qu'on va leur proposer. Et donc c'est là qu'on va pouvoir éventuellement faire la différence et voilà, proposer une expérience un petit peu plus intéressante là-dessus, quoi. moi j'ai l'impression que en ce moment là, depuis un an, 2 ans, le street lifting a vraiment fait un gros boom sur le côté coaching en street lifting. Il y a beaucoup de coachs et il y a beaucoup de bons coachs au final parce que c'est des principes assez simples à mettre en place. Ça, il n'y a pas trop de variables à manipuler. C'est Enfin, je pense pas que ce soit le. Quand tu rajoutes des skills en plus, ça devient vite assez compliqué. Par contre, je trouve que du côté de la calisthénie, je trouve il y a un peu moins de hype autour de la calisthénie ces derniers temps, et que les gens sont vraiment beaucoup plus axés vers les sports de force pure où tu as tes mouvements et tu pousses quoi. Je pense que c'est aussi dû à l'ego. Alors je sais pas si c'est ma vision qui est biaisée parce que c'est un milieu dans lequel je suis. Et du côté de la musculation, j'ai l'impression qu'il y a aussi beaucoup de choses qui se fait et que la musculation, elle arrive un peu à un plateau, voire une régression où les gens, il y a beaucoup de coachs, beaucoup de mauvais coachs, beaucoup de programmes en ligne et la plupart des programmes en ligne, c'est de la merde. Et je pense que du coup, la musculation là-dessus, le coaching en musculation est connoté assez négatif. Euh, moi, je pense que le fait que le street lifting prenne quand même un gros élan, pas mal de dessus, la calisthénie est mise un peu en retrait. Et, euh, et je m'interroge un peu sur ta vision hybride. Où est-ce qu'elle est là-dedans? Est-ce que du coup les gens sont intéressés par une approche hybride, ou est-ce que le fait
du coup de travailler à la fois sur les skills et sur le street lifting, est-ce que les gens vont se dire bah moi en ce moment ce qui me hype c'est juste faire des gros dips, des grosses tractions, etc. Donc je vais voir un mec spécialisé là-dedans. Je sais pas, tu vois. Qu'est-ce que t'en penses toi là-dessus? Ouais. Moi, je suis pas certain qu'il y ait. Je pense que la calisthénie a explosé aussi, et je pense que le nombre de coachs en calisthénie a explosé aussi, Ouais, et le nombre de coachs en musculation continue d'exploser. Et c'est vrai que dans ce milieu, en musculation, il y a eu peut-être plus d'arnaques entre guillemets, de programmes beaucoup moins individualisés, juste de formation, on va dire, que de suivi beaucoup plus léger que dans les sports de force, qu'en powerlifting, là où ça a été plus constant. C'est vrai que le powerlifting est quand même beaucoup plus établi. Donc le street lifting c'est bien inspiré de ça, et donc c'est quand même plus stable, je dirais, au niveau de la programmation. Et c'est vrai que ça a beaucoup évolué. Mais je pense qu'en calisthénie, il y a beaucoup plus de méthodes différentes en fait, et les coachs les expériences peuvent être complètement différentes. Là où dans un coaching en street lifting, je pense que ton expérience sera un peu plus standard et tu sais à peu oui. près à quoi t'attendre. T'auras pas de dinguerie quoi. En Dans tous les calisthénie, cas, tu tu peux avoir risques des de. dingueries Oui, 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 oui. dans le bon sens, mais comme dans le mauvais sens, je Ouais. pense. Et donc ouais, c'est sûr. Et est-ce que ces gens ont vraiment est-ce que la plupart des gens ont vraiment une vision hybride? Bah, je pense que ça reste toujours niché, hein, c'est toujours une minorité. Ouais, ouais, ouais. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, je me rends compte, qui, quand ils ont un peu cette approche hybride, ils aiment bien aussi courir en plus, faire d'autres choses, faire du MMA plus des sports plus de la calisthénie et autres, des marathons, des Ironman. Et donc il y a un peu ce public-là. Mais je pense qu'il y en a toujours qui veulent un petit peu des Ouais. deux. Et je pense qu'après, c'est vrai que comme tu dis, il y a beaucoup de personnes qui sont peut-être plus tranchées. Et donc, ok, moi, je fais que du street lifting, que ça, et que c'est parfois plus facile de se voir parfois évoluer là-dedans. Et ça correspond aussi à certaines personnes. Mais ça va changer. Je pense qu'il y a beaucoup de pratiquants, au moment, ils vont vouloir explorer aussi autre chose en gardant d'autres qualités. Et c'est vrai peut-être que les gens ont plus tendance à se tourner vers les spécialistes, vers les meilleurs, quoi, vers le meilleur en calisthénie, vers le meilleur en streetlifting, que vers le meilleur qui combine les deux, quoi. Moi, Et- je voudrais savoir ton avis du coup sur. Bon, je le connais un peu déjà, mais est-ce que tu penses que c'est vraiment intéressant d'aller voir le meilleur dans son domaine? Je parle de l'athlète, tu vois. Est-ce que ouais. est-ce qu'aujourd'hui les numéros un en calisthénie, euh, les gros plancheurs, ceux qui font des front lever un bras, tu vois, tu vois, c'est un peu cette approche vraiment calisthénie pure. Est-ce que tu penses que c'est les plus qualifiés à encadrer la plupart des personnes? Tu vois, les Euh, top athlètes. Est-ce que tu ouais. penses que c'est les plus qualifiés? Je sais que tu avais pris des programmes. Je crois que tu nous avais dit que tu avais pris un programme chez un top athlète et que bah c'était pas non plus ultra poussé. Ouais, j'ai pas pris de programme chez lui. J'ai pu voir. Non, j'ai suivi une formation. Mais est-ce que c'est un top athlète? Non. Après, c'est un peu différent des autres. Donc non, sa formation était bien. J'avais vu un programme de certains top athlètes. Et c'est vrai que ça fait pas trop sens. Et comme tu disais, est-ce que ces gens-là peuvent faire progresser la plupart des gens? Non, je pense qu'ils peuvent faire progresser des top athlètes. Donc voilà, sauf si après voilà, il y en a qui sont sûrement conscients des difficultés de certains, etc. Mais s'ils proposent quelque chose comme eux ils ont fait, par exemple, il manque un peu de recul là-dessus, ça risque d'être compliqué, quoi. Après, ces genres de personnes, ils ont quand même des super conseils sur certaines positions. Ils ont tellement Oui. expérimenté de choses. C'est là, je pense que, voilà, mon coach, il doit pratiquer. Il doit pratiquer. Il doit essayer de se pousser au max de ses possibilités à lui, je pense. Mais après, voilà, c'est pas pour autant que s'il a pas un gros niveau, qu'on peut pas se tourner vers lui. Et quand je disais se diriger vers le meilleur, c'est vers le meilleur coach à Ok, qui on pourrait se référer aussi, d'accord. pas forcément vers la personne qui a le plus gros niveau. C'est un peu la même chose aussi dans les sports de force ou en streetlifting. On va pas aller forcément chercher le champion, on va aller chercher quelqu'un qui a une petite longueur d'avance sur nous, avec qui la relation passe bien, et avec qui on pense que son système de coaching pourrait nous correspondre. Et je pense que justement, le système de coaching des top athlètes ne va pas correspondre à beaucoup de Oui. personnes.
Mais je pense qu'il y a des top athlètes qui seraient, qui avec un peu plus de maturité dans le sport, plus d'évolution, à un moment, apprendront aussi de leurs erreurs, se formeront un peu plus et pourraient très très bien coacher, des personnes qui débutent complètement. Justement, peut-être qu'ils vont sortir un peu de leur approche qui a fonctionné sur eux. Mais voilà, ça peut avoir du bon de faire ce genre d'expérience aussi. Ouais. Ouais. Moi, je pense que, tu vois, pour avoir fréquenté, j'ai beaucoup de connaissances, de copains qui sont dans la calisthénie pure. Et je pense qu'il y a vraiment un souci au niveau de la vision de la pratique elle-même, où en fait, les gars, ils viennent au parc, ils savent pas trop ce qu'ils veulent faire, et au final, c'est du tryhard pur à chaque séance, et il n'y a pas de méthodologie. Et j'ai l'impression que pour certaines personnes, voire même la plupart des pratiquants de calisthénie, le principe de base, c'est qu'il n'y en a pas, c'est de tenter au final, et que quand tu vas leur dire, ben non, en fait, si tu fais ça, tu vas pas progresser parce que tu te laisses pas de marge, tu risques de te blesser. C'est comme si tu faisais ton 1 RM en salle de sport tous les jours, bah ça a sa limite. Et je pense que les gens qui se démarquent, c'est ceux qui sont doués, parce que ils sont tellement avantagés par leur génétique que les blessures, ils en ont, mais ils en ont plus tard, quoi, que les gens qui sont pas doués. Donc ils accèdent à des figures plus stylées. Et généralement, c'est eux qui représentent le sport. C'est cette manière de s'entraîner qui représente le sport. Et dans un sens, je trouve ça un peu dommage, parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui commencent, qui tryhardent, qui testent, et qui n'ont aucun résultat ou très peu, et du coup qui arrêtent la calisthénie. Et je pense que le fait de mettre une vision de structure, d'hybridation au final, c'est comme dans tout sport, est-ce qu'on appelle du football football hybride parce que tu fais de la muscu à côté pour pas te faire mal au genou, pour être plus fort, pour être plus puissant, pour mieux tenir les contacts. Bah non, en fait, je pense que c'est quelque chose qui doit faire partie d'un tout, que tu as une préparation physique à avoir à côté. Ouais, Et je pense vision que hybride, c'est vrai que ouais, je t'interromps. Juste cette vision hybride, c'est vrai qu'on pourrait juste l'appeler même. Moi, je pourrais dire que je fais que de la calisthénie en fait. Je fais que de la calisthénie, mais je vais faire des tractions lestés et des biceps curls pour être plus fort en calisthénie quoi. mais Donc, tu vois, c'est drôle parce que tu as beaucoup de coachs, ils sont coachs en calisthénie, ils ont 80% de tryhard et à la fin ils ont 4 séries sur les biceps. Tiens, tu fais 4 séries de biceps, tu fais 4 séries de front raise et tu as fait ton renfort. Et au final, j'aime ils bien sont ça. pas. Oui, Il oui, y en a qui vont pas le oui. faire. Il y en a, ils le font pas. Il y en a, ils le font pas. Mais à côté de ça, il n'y a pas de. Si tu veux, c'est une fois que tu as atteint tant de répétitions avec avec élastique, tu peux passer à un élastique plus léger ou à une autre variation. Mais il n'y a pas de. Écoute, là, on va commencer à cette variation-là. On cherche pas forcément à faire un max, on cherche pas forcément à se la donner à fond là-dessus. Et tes gains, tu vas les faire de manière plutôt indirecte. Je sais pas, tu vas travailler le même angle, mais sur un exercice, typiquement, je sais pas, front lever, tu vas faire traction, tu vas faire pullover, enfin, tu vas taper dans le grand dorsal. Euh, et à côté de ça, tu vas faire des renforts spécifiques, peu importe. Et j'ai l'impression qu'ils voient un peu le problème d'une autre manière, enfin de l'inverse. Au final, du coup, ils tryhardent, ils font des gains sur leur tryhard, et du coup, ils peuvent passer à un autre tryhard où ils vont refaire des gains, mais au fur et à mesure, ça va s'épuiser au final. C'est que je pense qu'ils leur limite, ça va être la blessure, les tendinites. Enfin, c'est connu. La plupart des personnes qui s'entraînent en tryhard, ils ont les coudes défoncés, les épaules aussi. Et je pense pas que ce soit la meilleure manière d'envoyer le truc. Tu vois, c'est une manière, hein, mais je pense pas que ce soit la meilleure manière. En soi, c'est quand même une manière qui respecte des principes de force en fait. Tu vas respecter la spécificité, puis parce que tu vas vraiment travailler le mouvement le plus spécifique que tu veux bosser en général. Ils vont quand même stimuler efficacement les muscles nécessaires au mouvement, parce que en dehors des tryhards, ils vont souvent ils vont dire on fait du volume, donc tu vas faire du volume sur tes planches, et donc ils vont vraiment pousser sur des séries très très longues, ils vont faire des combos, ils vont faire des séries de renfo à n'en plus finir de pseudo planches push-up même si ça fait beaucoup moins sens que certains autres exercices.
Et donc finalement, ils vont quand même respecter un peu ces principes. Euh, et donc ça peut fonctionner quoi. Mais c'est clair que c'est beaucoup moins. Les décisions qu'ils vont prendre sont souvent au hasard, aléatoires Bah, il n'y a pas beaucoup de et mesures au final. je pense qu'au final, il y a beaucoup de blessures, comme tu dis. Beaucoup de personnes qui vont se casser en deux, qui vont pas progresser directement, ils vont se griller directement en semaine 2 et leur bloc est fini. Et malheureusement, ça on les voit un peu moins forcément. Ouais, je trouve ça un peu dommage que ce soit, bah, que les gens aient cette vision-là. Tu vois, moi quand j'ai commencé, pour moi, bah, pour faire un mouvement, fallait, bah, c'est le principe de base, hein, pour être bon dans quelque chose, faut pratiquer. Mais ça manque de recul, je trouve, et ce serait bien d'apporter, bah, qu'il y ait des formations un peu plus, bah, comme tu as fait avec l'ultime périodisation, au final, des formations qui soient plus cohérentes, même si bon, c'est quand même des gens qui ont du vécu, et moi je remets pas du tout en question parce que en vrai, à côté d'eux, bah, je suis personne. Mais de mon point de vue, je trouve ça un peu dommage que la porte d'entrée à la calisthénie, pour la plupart des gens, ce soit cette vision-là. Je trouve qu'ils auraient un peu plus à gagner avec une vision un peu plus, bah, un peu moins sexy au final, et un peu plus conservatrice, mais Ouais. qui les L'avantage de cette préserve. vision, c'est que c'est super sexy, quoi. T'arrives, c'est la plaine de jeu, tu viens au parc, tu t'amuses, c'est Ouais. YOLO, quoi. Et c'est peut-être comme ça que ça commence, tu vois. Moi, je pense que c'est intéressant quand même de passer par ce genre de phase, en fait. Parce que, moi, c'est ça qui m'a fait dire que ça marchait pas. Parce que j'ai expérimenté ça pendant super longtemps. Toutes Ok. ces années où j'ai stagné, j'ai bouffé j'ai bouffé ça. Le truc, c'est que le truc, c'est que ça marche, en fait. C'est que ça a marché sur un petit temps. Mais je me rendais compte que ça me plaisait pas parce que j'aimais bien la force en plus, donc c'est déjà peut-être un biais que j'avais. Si j'avais continué peut-être cette vision tryhard, à un moment ça aurait fonctionné. Mais en fait non, parce que je manquais quand même de recul, j'étais à l'ego tout le temps, et finalement il n'y avait pas trop de logique et ça me correspondait. J'étais pas aussi bon récepteur qu'eux, etc. Euh, mais je pense que je suis content d'en être passé par là. Oui. Et maintenant, ben, je suis arrivé sur quelque chose de beaucoup plus structuré. Mais parfois, je me rends compte que ça peut être intéressant d'aller se rediriger un peu vers ça, mais d'une manière structurée en fait. Ouais. Donc Ouais, je suis d'accord. Ouais. c'est bien amené. Mais ouais, c'est vrai que sur papier c'est cool, mais c'est vrai on aurait intérêt à poser les bases. Et de nouveau, en fait, ça dépend à qui on parle. Mais si on parle, je pense à 99% des gens, c'est pas la bonne chose quoi. Bah, tu vois, moi, tu vois, les potes que j'ai, les gens que je connais, les connaissances, ils ont atteint un certain niveau, mais ils plateauent à ce niveau-là. Donc ça fait 2-3 ans, ils font les mêmes choses, ils font des 360 ou des 720 autour de barre, ils ont toujours une straddle planche. Après, bon, tu vas me dire que certains, même avec une méthode optimisée et tout, ils ont toujours une straddle planche, même s'ils s'entraînent pendant 50 ans. Mhm. Mais c'est, tu vois, c'est des gens, ils vont faire un peu le yo-yo, ils vont tester ça, ils vont tester autre chose, et des fois, tu te dis, bah, c'est dommage, tu pourrais faire mieux au final. Tu vois. Mais je trouve les deux approches se défendent, et moi, tu vois, je trouve ça me fait penser un peu à un sport comme le skate ou le BMX, où bah c'est full tryhard, tu testes des choses et t'évolues, mais parce que bah tu crées un schéma moteur, forcément tu le renforces parce que t'as une certaine exposition dessus, mais ça manque un peu de sérieux au final. Tu vois, tu fais du skate, bah t'es un gars cool, mais bon t'es pas un scientifique, t'es pas Ouais. Le t'es- problème, c'est que dans le skate, la composante force, développement de la force, c'est moins présente que là-dedans. Et oui, c'est là que tu peux pas non plus avoir complètement cette approche de non, skate ouais, pour c'est revenir au sûr, début. oui. C'est sûr. Mais tu vois, moi j'ai fait beaucoup de BMX. J'avais arrêté pendant un moment, pendant quelques mois. J'avais fait, bah, c'est là où j'avais commencé la musculation. J'ai retesté de faire du BMX et juste en gagnant en force, je pouvais faire plus de trucs. Donc tu vois, Mm. s'il y avait un peu plus cet aspect prépa physique. Bon après c'est toujours la même question qui tourne en rond. Faut il y aura un intérêt dans tous les cas à se renforcer, mais il y en a ils ont pas besoin de passer par là quoi. C'est marrant que tu aies fait du BMX. Il y a Nicolas, un de mes coachés, qui a fait du BMX. Et je pense que on a des gens qui aiment bien. Bon, je pense en calisthénie, on est un petit peu artiste comme ça, un peu expressif. Tu vois, Oui on aime c'est bien ça ouais. la beauté. Tu vois, c'est la beauté du Oui mouvement et ça tombe pas de nulle part.
Non. Il y en a beaucoup qui ont fait du parcours aussi, qui se mettent au street, du breakdance, tu vois, Ouais. des trucs un peu expressifs. Okay. Ouais, c'est ça. Pour moi, c'est ça. C'est exprimer son corps dans l'espace et puis la beauté de la force aussi. Être capable de faire des trucs. Bon, en vrai, c'est de l'ego, mais tu vas dans une salle, tu fais une pompe en équilibre. Rien qu'une pompe en équilibre, qui est quand même un basique en calisthénie. Même si moi je suis un vrai galérien et que je trouve ça dur, bah tu dis putain, je suis un titan là, je fais des pompes en équilibre, ils sont là avec leur développé militaire à 20 kilos, dis moi je fais des pompes en équilibre, je suis Goku quoi. Non, c'est assez sexy comme sport au final. Ouais, c'est pour ça qu'on fait ça. Oui. Et du coup, peut-être dernière partie, est-ce que tu as des projets en particulier? Comment tu vois, toi, ta propre évolution dans les mois, les années à venir? Bonne question, bonne question. Donc, bah voilà, moi c'est mon activité principale, donc bah, j'avais toujours galéré, on va dire, à en vivre. À côté de ça, j'étais prof de PS par exemple, et l'année passée, bah, ça a super bien marché, donc je me suis lancé full time. Et, euh, et je sens qu'il y a une petite redescente, et donc je me remets un peu en question là-dessus. Donc ça me fait, donc je sais pas du tout où je vais me diriger par la suite. Là, je suis en train de changer un peu peut-être de positionnement, mais je suis pas certain que je vais aller dans cette direction-là, à me mettre un peu plus en avant la transformation physique. Peut-être que c'est quelque chose qui parle un peu plus à plus de monde, tout en gardant vraiment cette optique de progresser en calisthénie, devenir plus fort. Euh, mais voir un peu comment je vais agencer un peu mon message. Mais au final, voilà, ma pratique, ma pratique de coach aussi sera quasiment la même. Mais peut-être que je reviendrai quand même sur quelque chose plus axé vraiment que performance aussi. Donc je suis en train d'essayer, voir un peu quelle situation là sera la plus facile à tenir sur mon business. Je développe aussi ce côté salle parce que là on a la salle qui commence à s'agrandir, donc ça va offrir plus d'opportunités de coaching hybride, présentiel, distanciel aussi. Et puis ouais, je sais pas trop. Franchement, je sais pas trop. Moi, j'aimerais bien à un moment faire une entité de de coaching, tu vois, vraiment faire en sorte qu'il y ait pas mal de coachs qui se rassemblent et qu'il y ait vraiment une structure très très solide. Mais Je pense que ce serait une très belle idée pour développer du coup ce sport en France. C'est vrai quand les anglophones ils sont vachement avancés là-dessus. Bah, tu vois, King of Weighted, typiquement, il y a un livre. Je pense que c'est un peu plus démocratisé de leur côté. Et après, ils sont que deux quand même avec la gestion des. Non, ils sont quand même non plus employés pour la gestion des équipements, mais pour la délivrance du coaching, tu vois, c'est une entreprise qui fonctionne toute seule. Bon, après, ouais, c'est eux, mais il y a des structures en musculation ou en powerlifting aux States. Là, là, c'est des grosses structures avec pas mal de coachs et là, c'est vrai que c'est plus inspirant, quoi. Ouais. bah puisque ça rapporte de l'argent au final. Et puis la calisthénie, ça, ouais, il y a, à part le freestyle, il y a pas tellement de compétition, parce que bon, ça reste quand même de la force au final quand tu restes sur des mouvements comme traction à bras, planche, front lever, c'est quand même bah plus t'es fort, plus t'es bon. Et à part le freestyle, il n'y a pas de cadre compétitif, je trouve, dessus. Ce serait drôle un peu une compétition en mode street lifting, mais tu sais, de la calisthénie, mais ce serait encore moins accessible au final. Mhm. Euh, ouais, l'idée d'une structure, d'une grosse entité qui développe ça, ce serait vraiment cool. Moi, tu vois, c'est quelque chose que j'avais réfléchi si vraiment on, on cherchait à faire développer, tu vois, ce sport en France. Et sachant que en francophone, dis-moi si je me trompe, mais il y en a vraiment très peu au final qui font ça. T'as vraiment cette vision hybride. Bah t'as Alexis qui fait ça, Gabory. T'as Simon Avec Omto. Simon Ouais. Stenios, mais ils ont créé cette entité-là, donc ça a été, c'est comme Stenios, c'est la plus grosse entité, ou maintenant Simon est solo, mais c'est la plus grosse entité de coaching en France, et ils ont fait un super boulot, et Ouais. ils ont pas cette approche hybride, mais ils vont utiliser un peu tout ce qu'on a dit dans cette vidéo, et ils Oui. se définissent pas comme ça, mais il a conscience des difficultés de la plupart des gens, et il va mixer ces principes, il va appliquer les principes de force à la calisthénie Ouais. euh, très très bien. Donc
Ouais, et lui, il a cette vision. Bah ouais, ça grandit quand même bien autour, mais voilà, c'est très compliqué de s'associer, d'être rentable, Oui. et ça Bah, demande pas mal ils de avaient temps. expérimenté ça tous les deux aussi. T'as le Mm. côté où, bah, au fond, tu perds un peu ta liberté. Et je pense que si on fait ce métier-là, c'est avant tout pour être libre. Et est-ce Ouais, que créer ce genre de choses, est-ce que s'associer à d'autres personnes, ce serait pas juste revenir à ce qu'on avait essayé de fuir de base? Ça, c'est particulier parce paradoxalement, que ouais. t'es arrivé à un stade où, bah là, tu t'es créé une certaine liberté. Mais bon, il y a certains plans où bah peut-être ça s'essouffle un peu, peut-être t'arrives à un moment, un plateau, tu vois. Et est-ce que pour passer ce plateau, faudrait pas du coup sacrifier de la liberté ou s'associer à d'autres personnes, mais du coup tu perds un peu le côté passion et tu deviens vraiment un businessman au final. Euh, je pense C'est la que c'est difficulté du coaching, hein. C'est le coaching, enfin, dans le coach, le gros du boulot, c'est d'être. Il faut voir son coaching comme du business, mais en même temps, on est tellement passionné par délivrer nos services de coaching que faut pas l'oublier. Et en même temps, ouais, il y a cet aspect-là, et il y a beaucoup de tâches exécutives dans le business, comme créer des conversations avec des personnes, prendre des appels, faire du montage vidéo, faire du contenu. Donc c'est tout, oui, c'est énorme en fait. Donc ouais. c'est là qu'en effet, avoir une structure qui est un peu plus grande, plus forte, ça peut être sympa. Sinon, tu as toute la partie où peut-être créer tu sais, des revenus plus passifs sur de la vente de formation, ce genre de choses, Effectivement, ouais. d'équipements, de livres. Bah, un peu comme ils ont fait King of Whitehead, au final, il y a les équipements, il y a les livres, t'as leur coaching, leur formation. Et je trouve que bah, en France, ce genre de formation, c'est des trucs un peu bateaux, au final, ce qui est popularisé. On en revient au même truc, c'est des formations tryhard. Tu vois, Ouais. moi, de mon point de vue, ce que je vois le plus passer, bah, c'est les formations planches, les formations. Bon, Einstein, t'as un peu moins de risque de faire des conneries parce que c'est pas non plus trop hardcore comme mouvement. Mais t'as moins cette approche, bah, du coup, scientifique, structurée, qui est mise en avant, comme ce qui est fait en musculation au final, comme ce qui est fait en streetlifting, en powerlifting, où bah là, t'as Lift Trainer qui ont leur entité où ils proposent des formations là-dessus. Et je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas ça, tu vois, dans la calisthénie pure. Mais je pense que ça vient aussi de l'âme de la pratique, c'est que bah en soi, c'est un peu une âme d'artiste, comme tu as dit, de, de gens un peu de la rue aussi, qui s'entraînent avec peu de choses. Donc c'est peut-être pas des gens qui vont chercher à bah le côté businessman au final. Tu vois, ils vont plus chercher à transmettre quelque chose, à évoluer eux dans leur vision, dans leur pratique. Enfin, tu vois, faudrait réussir à prendre l'avis de plein de personnes là-dessus, des piliers un peu du milieu. Mais c'est vrai que t'as ce côté, cette dualité. Est-ce que je vais sacrifier ma passion pour devenir millionnaire? T'as, Bah, je pense qu'il y a une réflexion quand même derrière à faire. Moi, j'en suis pas là du tout dans mon business parce que tu vois, j'ai quelques clients, mais mes revenus, c'est principalement du présentiel, du cours collectif, ce genre de choses. Mais je pense que si tu fais que du, tu sais, de la prestation, enfin, du coaching rémunéré juste au coaching, c'est dur quand même d'en vivre au final. Ouais, c'était jamais scalable, et puis moi c'est c'est pas mal de réflexions autour de ça, oui. Bon, je pense qu'on a fait un peu le tour de tout. On était parti sur 1 heure avec J'avais les. des questions, je me suis dit jamais on tient 1 heure. Ouais, non, je savais Encore, que ça allait, je savais que ça allait déborder. en Et plus, encore, on aurait pu continuer là, au niveau de la programmation, ouais. ça aurait pu. Mais ouais, c'est un peu frustrant des fois ces formats-là où tu dois aborder plusieurs choses. Et de base, je voulais juste aborder le côté coaching et auto-coach. Et je me suis dit, ce serait bien quand même peut-être qu'on abrège un peu sur certains trucs et qu'on voit d'autres choses. Mais c'est vrai que sur la programmation, moi j'aimerais beaucoup
qu'on en parle un peu plus. Ouais. Après, faut cibler. C'est quand même, voilà, je pense qu'on en a déjà dit un petit peu ici, hein, donc Ouais. on va pas revenir dessus, mais voilà, si jamais on Ah voit non, mais que pas aujourd'hui, hein, pas aujourd'hui, si hein. on voit que le podcast Oui, a fait quelques écoutes et tout, si tu veux, oui, on peut se faire un deuxième épisode sur la programmation en ciblant un peu, finalement, ouais, les principes de force. C'est vrai qu'on a peut-être ouais. pas, ouais, il y a moyen d'aborder un truc un peu plus théorique éventuellement. Ouais. Enfin, après, on a pas mal d'idées en tête, mais ouais, ça pourrait être intéressant. Voilà, ce serait purement, tu vois, de la passion au final. Il y aurait pas trop d'intérêt derrière sur le côté business, mais ce serait plus pour la passion. Moi, tu vois, avec l'idée de ces discussions, c'est vraiment de transmettre, soit faire découvrir des personnes comme toi, soit faire, enfin transmettre une expérience. Moi, j'ai un client là, j'ai enregistré un épisode. Tu vois, il pesait 150 kilos. Aujourd'hui, il est quasiment à 80 kilos. Donc pareil, il y a un bagage derrière. J'ai un autre client, il est à la retraite, il va sur ses 68 ans et tu vois, il progresse comme jamais. C'est génial. J'en ai un autre, je dois faire une discussion. C'est un ancien militaire, donc tu vois, il a aussi un vécu. Il a fait du bodybuilding où il s'est chargé, donc il a plein de choses à raconter. J'ai mon collègue qui est coach, mais que à 100% en présentiel, et ça fait une dizaine d'années qu'il en vit, donc c'est encore une vision différente que du coach en ligne. Donc c'est plein de. Enfin, moi, je cherche plutôt à transmettre là des trucs cool. Euh, voilà, c'était tout. En tout cas, j'espère qu'on a transmis des trucs cool et c'est super sympa de m'avoir Le, invité. le principal, c'est est-ce que le son s'est bien enregistré? Voilà. Je vois le petit point rouge, on verra après. Bon, je te dirai. De toute façon, je pense que je sortirai ça vers septembre. C'est la deadline que je me suis imposée. Et je te remercie en tout cas, Alexandre, d'avoir répondu présent à cet appel. Ah, merci à toi. Ça faisait plaisir de discuter ensemble de tout Ouais, ça et carrément, de faire le podcast. c'était trop cool. Puis Puis peut-être, je te vois ce week-end dans le feedback. ouais, dans le rapport. Et puis peut-être si ça prend aborder d'autres points, bah, surtout sur la programmation, parce que c'est vraiment ton truc. Donc pourquoi pas. Avec plaisir. Bon, merci Alexandre. On se voit du coup bah, pour le feedback ce week-end. Ciao, Kota. Salut Alexandre. Bon épisode.